Salut les coureurs et bienvenue sur le Run Success Podcast. Je suis Enzo, entraîneur expert en course à pied. 1 à 2 fois par mois, je t'emmène à la rencontre d'athlètes au profil inspirant et au parcours de vie atypique. Le but, rentrer dans leur quotidien afin d'analyser et comprendre leur entraînement. Peu importe ton niveau, tu es au bon endroit. Tous les conseils que tu retrouveras dans ce podcast, tu pourras les appliquer directement dans ta vie quotidienne de sportif. J'espère que ce podcast te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Cela m'aidera énormément au référencement du podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le Run Success Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un invité vraiment exceptionnel puisque j'ai la chance d'accueillir Guillaume Ruel, donc qui est un très très grand champion d'ultra et notamment sur 100 km. Donc je vous rappelle un petit peu son palmarès qui est assez impressionnant, hein. Donc on a un record en 6h19 sur 100 km qui est actuellement le record de France. Donc tu me corriges si je me trompe, hein, Guillaume. C'est ça. On a un record d'Europe sur 50 kilomètres en 2h47 et 32 secondes et on a un marathon qui a été couru en 2h14-48. Donc on peut voir que c'est du très, très haut niveau. Tout d'abord, un très, très grand merci Guillaume d'avoir accepté, de rejoindre mon podcast Merci pour l'invitation. avec grand plaisir. Ce que je te propose dans une première partie, c'est que tu nous présentes un petit peu tes débuts avec la course à pied, en fait. Quels sont un petit peu tes 1 souvenirs et comment tu en es arrivé à un tel niveau de performance? Ce serait vraiment, ça qui m'intéresserait de savoir. Alors avant toute chose, évidemment, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Moi, c'est Guillaume Ruel, j'ai 26 ans, je suis né en 1997. Comme tu l'as dit, je suis athlète, de haut niveau sur, on va dire des distances de fond et d'ultrafond. Donc, je fais aussi bien du marathon 50 et 100 kilomètres, mais je fais aussi du 10 et du semi-marathon, pour préparer tout ça, on va dire. Mais bon, mon niveau est beaucoup moins bon. Je fais 29 minutes au 10 et 1h04 au semi, donc c'est loin de mes performances sur 50 et 100 kilomètres. Sinon, j'ai terminé mes études de sciences pharmaceutiques. Je suis diplômé, je suis pharmacien d'officine depuis maintenant 2 ans. Et voilà, j'habite, en Normandie, du côté de Caen pour le moment je serai amené à déménager dans quelques mois pour retourner, dans ma terre natale, du département de la Manche, donc entre, Cherbourg et le Mont-Saint-Michel pour situer un petit peu. D'accord, Donc super. voilà, donc mes débuts en course à pied, moi j'ai commencé le sport assez jeune, déjà tout petit je faisais du sport, enfin normal, mais en fait, j'ai eu une éducation vraiment, portée sur, l'extérieur, grâce à mes parents. Une éducation vraiment sur, ouais, avec l'extérieur, c'est-à-dire que quand j'étais petit, j'avais, ça peut faire rire, mais j'avais des chèvres naines. J'en avais, 11 et je m'en occupais tous les mercredis, en fait, j'allais les voir et je jouais avec, je courais après, enfin voilà, je m'amusais à faire des petits jeux avec et cetera ça, c'était depuis l'âge de, ouais, de 6 7 ans. Tous mes mercredis, j'étais dehors, en fait, avec les animaux et en extérieur et vraiment, c'est ce que j'adorais. La course à pied, c'est venu, on va dire un peu grâce au sport scolaire parce on découvre le sport grâce à l'école Bien sûr, et à l'âge de 10 ans, moi j'ai décidé d'aller courir 10 kilomètres comme ça tout seul avec mon frère qui me suivait à vélo à l'époque. Mon frère qui est plus âgé de 2 ans et d'accord. mes parents étaient partis, à la plage, il me semble, ou faire des courses, je sais plus trop bien ce jour-là, je me suis dit: «Bah allez, on va faire 10 kilomètres parce que j'ai 10 ans, donc 10 kilomètres à 10 ans». Donc ça s'est bien passé. J'ai dû mettre peut-être 1h, 5 je crois à l'époque, un truc comme ça, sur un parcours extrêmement vallonné par chez mes parents, c'est hyper vallonné. Alors hyper vallonné pour moi, c'est, 180 mètres de dénivelé aux 10 kilomètres, mais quand on a 10 ans, la côte qui fait 1 kilomètre à 7-8 elle fait Ah, je me doute, ouais. donc j'étais content parce que j'avais pas marché et mon frère m'avait accompagné et j'avais trouvé ça hyper facile en fait. Je trouvais pas ça très compliqué en soi j'étais très content d'avoir réalisé un peu cet exploit pour un petit garçon de 10 ans et quand mes parents sont rentrés, moi j'étais tout fier, donc je leur ai raconté ce que je venais de faire mes parents au lieu de me «disputer» on va dire entre guillemets, parce que j'étais parti de la maison pendant 1 heure on va dire, avec mon frère. Non, moi j'avais 10 ans donc ça peut paraître un peu dangereux quand même, hein, à cet âge-là de partir tout seul de chez soi, sans ses parents au contraire mes parents m'avaient félicité en me disant: «Ouais, c'est super ce que tu as fait et c'est chouette c'est bien quoi»
Et de fil en aiguille, bah, j'ai fait des sports, quand j'étais plus jeune, donc entre 10 et 12 ans, j'ai fait du foot et ça m'a pas plu parce que c'était un sport collectif et moi j'aimais pas que le résultat, ne soit pas entièrement sous ma responsabilité. C'est-à-dire que ça dépend pas que de moi Je et comprends. j'avais un peu une âme de compétiteur à l'époque et ça m'énervait quand, bah, mon camarade, mon coéquipier à ma droite ou à ma gauche, bah, courait pas après le ballon parce qu'il fallait courir après le ballon, il fallait faire entre guillemets «les efforts» et dès cet âge-là, je supportais pas, de perdre en fait. Il fallait que tout le monde aille dans ma direction et tout le monde fasse, bah, autant d'efforts que je peux en faire. Donc bah, on va dire ma carrière de foot s'est arrêtée à l'âge de 12 ans. À l'entraînement, j'en avais marre, j'ai taclé un copain par l'arrière, j'ai pris un carton rouge et je suis rentré chez mes parents. Après, je me suis mis à faire du tennis, parce que j'avais, une bande de copains qui faisaient du tennis, donc ça m'a bien plu au début et puis après, bah, je trouvais que ça un peu trop mou comme sport et ça me plaisait pas forcément parce que, bah, c'était un peu répétitif et bah, en fait, j'avais pas de grande qualité non plus au tennis. Donc, bah, après, bah, je me suis orienté vers la course à pied, vers un club, donc, de la ville de Coutances et là, bah, j'ai commencé à faire, bah, ce qu'on appelle à la dans les écoles d'athlétisme, enfin plutôt benjamin, j'ai commencé en benjamin, donc ça doit être, 14 ans, quelque chose comme ça Oui, oui. et là, du coup, on fait, bah, sprint, demi-fond, saut, lancer. Mmh. Donc moi, il y avait que le demi-fond qui m'intéressait. Le sprint, j'aimais bien, je trouvais ça drôle parce qu'on courait et saut, bah, en fait, dès qu'on faisait, un entraînement de saut en longueur, bah, moi, je cotais un bac à sable, je revenais en courant, je refaisais un saut, enfin, un peu hyperactif donc je me faisais un peu, calmer par les entraîneurs en me disant: «Non mais il faut que tu récupères, 2-3 minutes en saut», mais moi, c'était plutôt, un fartlek de saut en longueur finalement que je faisais et donc après dans les catégories, on va dire, bah, à partir de minime, du coup, j'ai arrêté de faire du triathlon athlétique, j'ai fait que de la course à pied. Même si à cet âge-là, on est obligé de faire du triathlon athlétique, moi je faisais que de la course à pied et que du 3000 mètres parce que, le 1000 mètres ça me paraissait court donc le maximum à l'époque c'était le 3000 mètres donc je faisais du 3000 mètres. Mais déjà à l'époque, j'étais en du coup ça m'a amené sur une classe de 4e je crois, OK. hem ou 5e, 4e et on avait les crosses, scolaires, avec, les écoles privées, catholiques, c'est l'UXEL. Mmh. Heu et en fait, en UXL, on avait les championnats de Normandie de cross et les 5 premiers étaient qualifiés pour les championnats de France. Donc moi, quand j'ai su qu'il y avait ça qui était mis en place à partir de la catégorie minime, bah, en fait, j'ai tout mis en place pour me qualifier à ces championnats. C'est-à-dire que les années d'avant, au cross de l'école, au cross du collège, en 6e, 5e, je faisais, peut-être 15e, 10e du cross de l'école et là, il fallait être dans les 5 meilleurs de la région. Donc fallait être le meilleur de l'école, plus le meilleur du département quasiment et être dans les 5 meilleurs de la région. Donc, en fait, bah, à ce moment-là, j'ai décidé de dire à mes parents: «Bah, le matin, maintenant vous me lèverez à 5 heures du matin et j'irai faire du vélo, d'appartement tous les matins avant de partir au collège et le soir quand je rentrerai, bah, j'irai courir ou on ira au stade pour courir». Donc j'ai mis en place ça pendant 1 an. Je me suis qualifié à ces fameux championnats de France scolaires et de fil en aiguille, en fait, c'est devenu, me qualifier au championnat de France, après être performant sur un championnat de France. Donc, vraiment, c'était des tout petits objectifs à la base en course à pied, mais toujours orientés vers la performance. Après je suis bah, j'ai grandi, je suis monté en catégorie cadet, junior. Donc là, on peut faire du 10 kilomètres, du semi-marathon, donc je me suis directement lancé dessus. OK. Heu, En junior, j'ai fait, 3e des championnats de France, sur, semi-marathon et là, déjà à l'époque, je m'entraînais tout seul en fait, parce que le club dans lequel j'étais, les entraînements ne me convenaient pas, moi, il me fallait enfin, j'avais des exigences qui étaient assez fortes pour un enfant de mon âge, en fait, pour un cadet junior. Il fallait que je m'entraîne, 160-180 kilomètres par semaine. Il fallait voilà, c'est des choses que je m'imposais parce que je savais que, bah, de l'autre côté, du continent, en Afrique, bah, les coureurs, je lisais beaucoup sur, leur méthode d'entraînement, sur les coureurs kenyans et cetera et je voyais qu'à déjà à mon âge, en fait, ils couraient plus que moi donc il fallait que je cours autant qu'eux. Et je j'avais pas cette vision de coureur français qui se Bien sûr. confronte au j'étais vraiment déjà dans l'optique de voir, qu'est-ce qui se fait dans le monde et c'est qui les meilleurs dans le monde et moi j'ai envie d'être comme eux. Donc c'est parti de là et après, bah, 1er semi-marathon et ah oui aussi ce que j'ai oublié de te dire, c'est que l'amour pour, la compétition est vraiment né, quand mes parents m'ont amené aux Jeux olympiques en 2012 à Londres. Du coup, ça peut faire un peu écho avec, ce qui se passe cette année à Paris pour les Jeux en 2024. C'est-à-dire qu'ils m'ont amené voir le marathon, donc épreuve gratuite, pour tous.
Mmh. Et là, j'ai vu, tous les coureurs, de tous les pays courir, le marathon olympique et quand j'ai vu la course, bah, directement, j'ai dit à mes parents: «Moi, plus tard, c'est ça que je veux faire et c'est pas du sport plaisir que je veux faire, c'est je veux courir, comme eux, les plus grandes courses du monde avec le maillot de l'équipe nationale». C'est vraiment ça qui me fait vibrer. Donc c'est à partir de là que je me suis dit: «Bah, maintenant, ce sera plus du sport plaisir, ce sera du sport plaisir et performance». Donc voilà, après, j'ai fait mon premier marathon à l'âge de 16-17 ans, à l'entraînement, parce qu'on n'a pas le droit en compétition avant 18 ans. Donc papa m'a suivi à vélo, on avait dû faire 2h36, mais vraiment j'étais bien, je trouvais ça super, c'était agréable et je trouvais ça entre guillemets «facile», mais je trouvais ça aussi, bah, assez, dépaysant de voir un peu comment mon corps pouvait réagir au 30e, au 35e, au 40e et à la fin, sprinter alors que, bah, il y avait aucun intérêt, on était sur une voie verte, on était tout seul, mais ça me fait vraiment, rêver de faire un marathon dans ma ville, en tout cas, à cet âge-là. Donc je l'ai fait à 16-17 ans et bah, après, mon premier marathon à l'âge de 19 ans, il me semble, en compétition. J'en avais préparé, 3 avant. J'avais préparé Amsterdam, je m'étais blessé. J'avais préparé Valence, j'avais été, malade. J'en avais préparé un autre, pareil, Hambourg, je crois et pareil, malade et donc j'avais couru les championnats de France de marathon à Albi pour mon premier. J'ai fait 4e en élite, et 1er, espoir avec le record de France du championnat en 2h25 pour un premier marathon. Donc là, je savais que le marathon, c'était fait pour moi plutôt, contrairement à la piste, on va dire Oui, et et après, bah, du coup, à cet âge-là, je suis rentré en études, à l'université de Caen, en fac de pharmacie et à partir de ce moment-là, bah, là, c'était, les études qui étaient importantes, mais à côté de ça, je m'entraînais 2 fois par jour et je m'entraînais le matin, le soir et des fois le midi et là, on passait sur des semaines à plus de 200 kilomètres, avec les études à côté qui sont assez, fatigantes, notamment nerveusement parce qu'il faut réviser, il faut être assidu en cours, faut bien voilà, sûr, bien faut sûr. c'est un changement de vie aussi parce que quand on passe d'une petite ville où on se connaît tous, bah, comme j'étais dans la Manche, avec un lycée, très, bah, très familial, c'est-à-dire, on est, enfin, voilà, c'est, la maison, le lycée, la maison, le lycée et moi je sortais très peu et cetera donc on arrive dans une grande ville, bah, pour moi, Caen, c'est une grande ville mais du coup ça dépayse un petit peu donc il fallait s'adapter à tout ça mais en fait pour moi c'était, une magnifique opportunité pour pouvoir courir encore plus donc ça, c'était assez sympa et après, grâce à ces performances-là, j'ai fait champion de France de semi-marathon espoir, champion de France de marathon espoir. J'ai été entre guillemets «repéré» par la fédération d'athlée. J'ai pu aller en 2018 faire un stage, à Montegordo au Portugal avec l'équipe de France de marathon. D'accord, Donc, on 2 invités, 2 espoirs invités pour voilà découvrir un peu ce que c'est le haut niveau, le monde du haut niveau et voilà les athlètes qui préparent les échéances olympiques, on va dire, enfin les grands championnats du moins. Et suite à ça, j'ai eu ma première sélection en équipe de France, jeune en moins de 23 ans sur un match de 10 kilomètres à Rennes, lequel j'ai dû abandonner parce que j'étais blessé à un ischio et un tendon. 1 mois après, mais ça c'était mon objectif on va dire sur mes années espoirs, c'était avoir une sélection en équipe de France et avoir un titre national. Donc c'était fait sur semi et sur marathon et une sélection en équipe de France sur le match U23. Donc voilà, par exemple, à l'époque, le match U23, j'avais partagé la sélection avec, Bastien Augusto, donc c'est marrant de se dire que maintenant, Bastien, il fait de la piste, sur, 1500, 5000 sur les grands championnats, puis moi, je suis sur 100 kilomètres, donc c'est marrant de se dire on est des univers on a fait une même sélection ensemble. Notre première sélection d'ailleurs, lui aussi, c'était sa première, et puis maintenant, on est sur des horizons, a assez différents, mais ça reste de la course à pied bien sûr, ouais. et suite à donc après, il y a eu je me suis fait opérer 2 mois après d'un agloun à un talon. Parce que, depuis, mes 16 ans, bah, je me levais tous les matins avec, bah, un talon qui grinçait, avec un tendon en feu, avec une inflammation chronique du tendon d'Achille parce que je courais énormément, je me blessais beaucoup. Donc je me suis fait opérer et après, rééducation, je suis rentré, à Caen et 1 semaine après, on a été confinés pour le covid. Donc là, période covid, bah, je me suis rééduqué, j'ai fait j'avais mes cours par correspondance et puis, bah, là, je me suis entraîné, bah, comme un forcené, quoi. Donc, s au retour, de la phase, covid, j'ai couru à Milan le marathon en 2h20. Après, j'ai préparé, un autre marathon en Écosse, qui était, octobre 2021 et en fait, il y avait toujours les restrictions pour aller en Angleterre, au Royaume-Uni, en Écosse, enfin, c'était compliqué. Donc, compliqué. En plus, j'étais dans une phase où j'avais fait 2 compétitions, ça s'était mal passé. Donc, j'avais dans un coin de ma tête de faire du 100 kilomètres, plutôt vers mes 30-35 ans. Et Mmh. là, à l'âge de 3 ans, bah, j'ai vu qu'il y avait le championnat de France qui était, 2 semaines après, 3 semaines après.
En fait, voilà, quand le marathon en Écosse, il s'est annulé pour moi, en tout cas, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je vais faire, quoi?» Et je me suis dit: «Bon, bah, c'est parti, le 100 kilomètres, c'est dans 3 semaines. Je fais une sortie de 40, une sortie de 50 kilomètres. Je vois ce que ça donne et voilà, j'y vais et c'est parti». L'ambition de base, c'était de gagner le championnat et de partir sur les bases du record de France, alors que j'avais aucune préparation spécifique parce que, tu vois, je sais pas, en 10 jours de prépa, c'est pas spécifique à mon sens, Non, c'est c'est pas assez. clair, c'est clair. Après, j'avais tout le bagage, depuis ma jeunesse où je fais beaucoup de kilomètres, mais c'est pas du tout spécifique. Donc, Oui, oui. je suis parti sur les bases du record de France. Ça a tenu, 70 kilomètres sur la base du record de France. Au départ de la course, j'avais qu'une idée en tête, c'était de gagner la course et il y avait pas d'autre solution. C'était soit je gagne, soit, j'arrête la course à pied. Donc, il y avait voilà, c'était quitte ou double en fait et donc, je suis parti en tête. Au 1er kilomètre, il y avait plus personne qui me suivait, et à l'arrivée, je gagne le championnat de France. Je suis le plus jeune champion de France de l'histoire à 23 ans et du coup, bah, très content. Je me qualifie pour les championnats du monde, de 100 kilomètres, qui ont eu lieu à Berlin en 2022 et suite à ça, bah, ça fait un peu, bah, résonance dans les médias aussi parce que le 100 kilomètres, c'est plutôt une discipline à l'époque qui était, courue par des athlètes de 30, 35, 40 ans Et oui, et là, en plus, c'était une performance, bah, de haut niveau, voire de très haut niveau. Ça faisait, je sais plus, ça faisait, 9 ou 11 ans qu'il y avait pas un athlète français qui avait couru aussi vite sur la distance. Donc voilà, ça avait fait un peu écho dans les médias, quoi et suite à ça, du coup, là, c'était ma dernière année d'études de pharmacie, donc ma 6e année. En novembre, du coup, ça, c'était en octobre 2022, ouais, octobre 2020, non, octobre 2020, 21, excuse-moi, octobre 2021. Je signe un premier contrat, semi-professionnel avec une équipe sud-africaine, la Nedbank, OK. en novembre 2021. Je pars en Afrique du Sud courir un 50 kilomètres en février 2022. Je fais le record d'Europe là-bas. Donc là, pareil, le record d'Europe et je passe au marathon en 2h18. Enfin là, je bats mon record sur marathon, temps de passage sur un 50 kilomètres. Donc bah là, c'était incroyable, en Afrique du Sud, bah, je suis devenu connu en Afrique du Sud avant d'être connu, véritablement en France. Bah, tu m'étonnes. Et après suite à ça, bah, je suis rentré en contact avec, Salomon qui Ouais. cherchait un coureur sur la route, pour intégrer une équipe internationale qui est en train de se constituer pour développer le road running Mmh mh. et du coup, j'ai signé mon premier contrat professionnel le 1er août avec Salomon et donc j'ai arrêté mon contrat avec la Nedbank, avec, l'équipe sud-africaine à ce moment-là et en fait en 2022, j'ai été diplômé au 1er juillet et au 1er août, j'ai signé mon contrat professionnel. Donc suite à ça, championnat du monde, le fin août 2022. Je cours, le championnat du monde, donc en tête pendant 85 kilomètres, tout seul. C'est-à-dire qu'il y avait les Japonais qui étaient, à 1-2 minutes derrière moi tout le long. Je pars sur la base du record du monde. Le record du monde, à partir du 80e kilomètre, je suis plus sur l'allure et après le premier me rattrape au 85, le 2, 3 et 4 me rattrapent au 97 et 98e kilomètre. Je finis 5e, Waouh! très sur le moment parce que voilà, pour moi, encore une fois, c'était, la victoire et à minima le podium qu'il fallait que je fasse et surtout se faire rattraper au Ouais, 97-98 c'est clair. kilomètres. Il faut retenir le panache que tu as eu surtout de partir comme ça sur des allures, folles et c'est sûr que mentalement ça doit être, démentiellement dur quand on te passe en fin de Ouais, course comme ça, ouais. bah, faire un peu un parallèle, c'est comme si tu regardes une étape du Tour de France et que tu as un Ouais gars qui en échappe toute la course et qui se fait rattraper à 200 mètres de la et ligne, ouais, quoi. ouais, Tu te c'est dis: terrible, ouais, ouais. «Tu le plus courageux de la journée», mais à la fin, c'est pas le plus courageux qui est récompensé, quoi. C'est celui-là qui gagne qui est récompensé. Après, du coup, je fais 5e. À l'arrivée, je pleure de déception parce que Ah, tu franchement, m'étonnes. j'étais pas venu là pour ça et en fait, bah, finalement, dans mon «malheur» entre guillemets, bah, 6:19, c'est le record de France, je m'améliore de 4 minutes. Ça faisait 20 ans qu'il tenait le record de France, donc bah, Mmh. quand même très content, tu vois? Et fallait, m'en satisfaire et en même temps, on fait aussi vice-champion du monde par équipe, donc très, très positif. Et depuis, du coup, bah, comme tu as dit, en introduction, après à la suite, j'ai amélioré mon record sur marathon en 2:14. J'ai amélioré le record d'Europe cette année aussi du 50 kilomètres à nouveau Mmh mh. et aussi, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Et j'ai amélioré mes records sur 10 et sur semi, et là, je me prépare pour, 3 courses de 100 kilomètres. Une qui aura lieu, dans fin du mois de juin à Long Beach en Californie, la seconde, le 7 septembre à Vilnius en Lituanie et le dernier 100 kilomètres de cette année, ça sera le 7 décembre pour les championnats du monde en Inde. Très bien. OK. Je sais pas
peut-être été un peu loin, mais Non, non, bah, c'est top parce qu'en plus, on a eu vraiment la partie de l'enfant jusqu'à maintenant. Donc je pense que, ça a vraiment posé le contexte, du podcast et on va pouvoir travailler autour de tout ça. Ce que je te propose, bah, c'est de revenir du coup un petit peu en arrière sur le début de ta présentation. Moi, ce qui m'intéresserait vraiment de savoir, c'est, à ton avis, hein, de où te vient cette âme vraiment de guerrier, de compétiteur et d'être quelqu'un qui sait ce qu'il veut aussi vite. C'est ça qui est très, 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 très rare. C'est déjà à 10 ans, tu décides d'un seul coup d'aller faire 10 kilomètres, ben, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et ouais, je trouve ça assez incroyable, c'était en toi ou il y a quelque chose, je sais pas, des fois ça peut être, un exemple, ça peut être, ouais, un athlète qu'on admire, ça peut être plein, plein de choses, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est pour toi. Ça peut être un manque de confiance pour prouver aussi aux gens, de ta grandeur, ça peut être plein de choses. Je sais que pour moi, bah, c'est à échelle différente, mais quand j'étais petit, j'ai vécu, pas mal du harcèlement, par exemple, donc ça m'a donné un peu l'envie de me battre et de faire le maximum que je pouvais donner. Mais toi, c'est encore plus impressionnant parce que c'est arrivé très, très jeune, donc ouais, j'aimerais vraiment avoir ton explication là-dessus parce que je suis, vraiment très impressionné par ton parcours. Bah, en réalité, c'est pas forcément pour, impressionner quelqu'un ou pour faire du bruit ou pour, qu'on porte de l'attention sur moi parce que, quand je fais des performances et enfin, je suis quelqu'un d'assez discret, en fait et j'aime pas trop qu'on m'en parle et je suis Ouais, quelqu'un qui fait les choses pour soi, en fait et pas pour les autres. Donc je sais pas, je pense que, j'ai toujours eu un peu ce caractère de «mauvais perdant» entre guillemets, de toujours vouloir un peu me surprendre aussi, et me découvrir aussi un petit peu et jamais rester dans ma zone de confort et bah, après, également, quand j'avais 12-14 ans avec mon frère, qui fait aussi de la course à pied, du marathon et du 100 kilomètres. Bah, en fait, on discutait et voilà, on écrit enfin moi, en tout cas, j'écrivais sur un papier tout ce que je voulais faire, quand j'aurais, 20 ans, 30 ans, 40 ans et en fait, bah, voilà, quand à cette époque-là, j'avais noté que je voulais faire le record de France du 100 kilomètres, que je voulais être champion du monde du 100 kilomètres, que je voulais courir le marathon en moins de 2:20. Enfin voilà, toutes ces choses-là, elles étaient notées dedans et les mettre sur un papier et ouais, les écrire, pas forcément les verbaliser parce que je suis pas forcément quelqu'un qui donne ses objectifs trop en avance, qui parle trop de l'avenir, bien sûr. mais mais voilà, c'était quelque chose où je me disais, bah, voilà, en gros, j'avais un plan de marche sur, 10 ans, 20 ans, à l'âge de 12-13 ans et tous les ans, j'avais un plan de marche où, ça pouvait paraître bête, hein, mais c'était, bah, cette année, je vais passer de 3,30 au 1000 mètres à 3,15, tu vois? Des trucs comme ça et je me disais: «Bah, comment je vais faire pour arriver à 3,15? Bah, il faut que je m'entraîne, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça». Mais ouais, c'est un peu dans ma personnalité, toujours essayer de repousser un peu mes limites et surtout me découvrir et je pense que le sport, il y a pas forcément grand chose de mieux pour se découvrir, en tant qu'être humain et maintenant aussi ce que j'aime bien c'est de prendre énormément de plaisir dans la souffrance et dans la difficulté de l'effort et avant, par exemple, sur un 100 kilomètres, bah, j'avais peur quand j'arrivais au 60e kilomètre parce que je me disais: «Oh ça va être dur là, ça va être un peu le money time», un peu comme sur un marathon où quand tu es au 30e, bah, c'est là que c'est difficile et tu peux l'appréhender Ouais. et maintenant, en fait, je suis plus du tout dans cette, philosophie-là. Je suis plus en mode, bah, les entraînements, je fais jamais plus que 60 kilomètres. Donc quand j'arrive au 61e kilomètre, bah, en fait, c'est trop bien parce que, bah, en fait, je fais jamais ça dans l'année, quasiment pas. Je le fais 2-3 fois dans l'année et là, en fait, bah, kiffe et accepte ça à bras ouverts, tu vois? Et prends ton pied dans la souffrance, prends ton pied dans la difficulté. Ça va durer 2 heures, ça va être extrêmement dur, ça va être, pénible, mais en fait, bah, une fois que ces 2 heures seront passées, tu es fier de toi et peu importe le résultat au final, tu as réussi à dépasser tes limites et peut-être que quelque chose que tu pensais, inatteignable avant, maintenant te paraîtra atteignable et c'est ça que j'aime aussi maintenant, c'est repousser mes limites, mais en fait depuis tout petit, c'est toujours repousser mes limites. Ouais, je comprends. Bah, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je me retrouve aussi, là-dedans puisque très rapidement, je me suis aussi rendu compte que, bah, comme tu disais, hein, on va pas très loin en essayant d'impressionner les autres, mais le plus beau, c'est vraiment de s'impressionner soi-même et de se découvrir et donc ouais, cette découverte de soi, mais qui a commencé très, très tôt pour toi et du coup, vis-à-vis de ta famille, tes proches, tes camarades, d'école, comment c'était perçu tout ça? Et bon, tu l'as dit, hein, en introduction, tes parents t'ont quand même, soutenu, mais de ce que j'ai compris en tout cas, aucun membre de ta famille n'a été aussi investi si vite et eu autant d'ambition? Heu, Ou tu as eu un modèle, quelque chose ou pas du tout? non,
Mon papa, a fait du vélo de longue distance, c'est-à-dire, des cyclosportifs de, par exemple, Paris-Brest-Paris, 1 200 kilomètres, des choses comme ça, donc c'était assez endurant, on va dire, en soi. C'est des efforts de 50 heures Ouais, et la course à pied sur le tard, un petit peu et il faisait du marathon, et donc lui, un peu comme moi maintenant, il faisait, 1 marathon par semaine. Après, il s'est mis à faire du 100 kilomètres, il s'est mis à faire du 24 heures et il a été performant. Il a été en équipe de France à 5 reprises en 24 heures. Et donc ça, c'était quand j'avais à peu près 15 16 ans, 20 jusqu'à mes 20 ans et en fait, sur 100 kilomètres, je le suivais à vélo pour lui faire des ravitaillements avec mon frère sur un circuit de 24 heures. En fait, il tourne en rond sur une boucle de 1 à 2 kilomètres ou même sur une piste de 400 mètres et en fait, je le ravitaillais donc c'est pas lui qui m'a donné, c'est pas un exemple paternel en soi qui m'a donné, l'amour de l'effort ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il m'a permis d'avoir une expérience sur le long, sur les ultra distances, ouais. juste parce que je l'avais avec mon frère et en fait, on voyait un peu tous les coureurs, Mmh. les différentes courses, comment ils couraient, comment ils s'alimentaient, comment ils s'hydrataient, comment ils géraient la course, comment il gérait le temps et cetera et en fait, avec mon frère, on prenait plein d'informations juste en regardant, en écoutant, enfin, toutes ces choses-là, en fait. Avec quelles chaussures il court, comment il court et cetera donc ça, c'était ultra intéressant et en fait, c'est-à-dire que mon père, il nous a permis avec mon frère aussi de un peu, de désacraliser, les distances longues, en fait. C'est-à-dire que mon papa, il faisait un marathon le samedi, il faisait un 60 kilomètres le dimanche. Donc, à la maison, quand papa rentrait en me disant: «Bah, j'ai fait, un marathon ce matin», nous on disait: «Ouais, c'est bien» et quand à 16 17 ans, je fais mon marathon, je rentre à la maison, en fait, moi, dans ma tête, c'est: «Ouais, j'ai juste fait comme papa, j'ai rien fait d'incroyable, quoi, j'ai juste fait un marathon». Donc donc c'est la vision des choses est assez différente parce que quand on baigne un peu dans cet environnement-là où voilà, mon père, il s'entraînait, sur le tapis de course, dans le garage à 3 heures du matin. Quand j'ai, 14 15 ans et que je demande à mes parents de me lever à 5 heures pour aller sur, faire de l'home trainer, du vélo d'appartement, moi, ça me paraît normal, en fait et mes parents, c'est pas que ça les choque, mais ils se disent: «Bon, il veut faire un peu comme papa, mais bon, ça passe et puis on va pas l'interdire de faire du sport». Donc voilà et après, vis-à-vis du côté, on va dire, plutôt, les copains d'enfance, tout ça, je le gardais pour moi. Je ne disais pas à mes copains que je me levais à 5 heures pour faire l'entraîneur parce que j'y voyais aucun intérêt. C'est-à-dire, en soi, ça me servait à rien. Je n'étais pas d'une nature à frimer, à dire: moi, ce matin, pendant que toi, tu dormais, je faisais ci, je faisais ça». C'est juste, ouais, c'était un peu mon jardin secret où, le matin, j'allais faire du vélo et le soir, j'allais courir et puis, mes copains, ils avaient pas besoin de savoir ce que je faisais de mon temps libre et puis, on s'amusait très bien comme ça dans la cour de récréation et moi, ça m'allait en tout cas. Ouais, je comprends tout à fait. OK, OK. Ouais, donc en fait, tu as eu aussi, du coup, ce modèle familial avec un papa qui était quand même très, très investi et ce que tu soulignes et ce que je remarque dans ton parcours, ça fait un petit moment que je te suis, c'est que tu as pas de limite, en fait, tout simplement et tu as été très, très vite, performant sur les longues distances parce que, tu en as presque toujours fait, en fait, tout simplement. Donc au final, un marathon, ça devient comme un footing, de 5 kilomètres pour le commun des mortels, pour toi. Donc je comprends comme quoi il y a pas de secret encore une fois, on peut dire tout ce qu'on veut. Il faut s'entraîner, très tôt et être tout de suite encadré comme tu l'as été et puis ne pas perdre son objectif de vue et au final, on se rend compte qu'on peut être, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, tu en es la preuve vivante, qu'on peut être très performant sur des longues distances, très jeune à condition d'avoir le volume kilométrique qui va avec. Donc, encore une fois, c'est assez logique. Par contre, ce qui m'intéresserait un petit peu de savoir, c'est comment ton corps a réagi à tout ça, puisque tu as quand même parlé de blessures, de ce que j'ai compris, hein, notamment au niveau de l'ischio, du talon, tendon d'Achille. Comment ça a réagi et comment tu t'es sorti de tout ça? Puisque, j'imagine que quand on est un dur au mal comme ça, le corps, au début, quand on a des ambitions comme toi et un mental d'acier, c'est un peu difficile de faire tenir le corps à tout ça, surtout quand on est jeune. Donc comment tu as géré, ces passages-là et puis comment tu t'en es sorti? Alors, ouais, quand j'étais jeune, je m'entraînais tout seul, donc pas de coach. Donc je lisais des ouvrages avec mon frère sur, Renato Canova. Mmh. Donc Canova, qui était l'ancien entraîneur de Julien Manders, qui entraîne au Kenya, mais la méthode d'entraînement, c'est un peu marche ou crève et c'est, beaucoup de kilomètres et moi je l'appliquais, dès que j'étais en junior. Donc forcément, j'allais un peu dans le mur. Donc j'ai tendance à dire qu'à ce moment-là, en fait,
Mon mental était à un certain niveau, en fait, j'avais de grosses attentes et je voulais m'entraîner à ce niveau-là et en fait, mon corps, il était à ce niveau-là. Il y avait, une différence entre ce que je pouvais faire et ce que je voulais faire et en fait, j'en faisais beaucoup trop, donc je me blessais. Je me blessais à répétition et c'est comme ça un peu que j'ai appris, en fait, sur le tas à me dire: «Bah, est-ce qu'il faut avoir une progression en dents de scie ou est-ce qu'il faut avoir une progression linéaire? Est-ce que le plaisir, je le trouverais pas plutôt dans une progression linéaire, à moins me blesser et à progresser plus doucement, mais par contre, à progresser et à pas être blessé?» Et c'est à partir de là que, bah, je me suis dit, en gros avec l'expérience, on va dire, avec, des tendinites à répétition, avec, des élongations aux ischios, avec des déchirures musculaires, même quand j'étais petit, j'avais, un syndrome d'Osgood, aux 2 genoux. Je courais dessus, mais voilà, après, ça, c'est pas des choses à faire forcément. Quand j'avais des tendinites, je courais dessus. Après, ouais, je pense que j'ai habitué mon corps à accepter, la douleur, Mmh. mais on va dire qu'au fur et à mesure, avec cette expérience de blessure, de douleur, savoir la gérer, j'arrive maintenant à savoir déterminer, on va dire, à me connaître énormément et à me dire: «OK, cette petite tension-là, c'est pas grand-chose, je peux courir dessus, ça va rien changer» ou «Attention là, signal d'alarme, code rouge, ça peut être, pas dangereux et je peux vraiment me faire un truc, assez grave, donc on va lever le pied, on va en parler à l'entraîneur». Et on va amener ça tranquillement et on va essayer de se rétablir, voilà, tout en aménageant, l'entraînement. Mais maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, bah, quand tu as pas forcément du temps limité pour t'entraîner, bah, tu penses qu'à la course à pied, tu penses pas à ce que tu peux faire autour. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, je faisais pas de renforcement musculaire, je faisais pas de préparation physique. Donc pas de renfor ouais, pas de musculation, pas de renforcement, toutes ces choses-là. Alors je dis pas qu'il faut en faire quand on est cadet junior de la musculation, hein, mais rien que de la préparation physique pour se renforcer un petit peu, pour éviter les blessures, pour les prévenir, bah, c'est important aussi. Et des fois, je pense que, tu vois, à terme, j'ai compris que des fois, il valait peut-être mieux, sucrer un footing d'une heure, où on allait faire 12 kilomètres pour, plutôt passer une heure à faire de la prépa physique et c'était plus bénéfique, pour, le court terme et le long terme. Donc faut savoir aussi, bah, voir, que la course à pied, OK, c'est un sport à part entière, mais je pense qu'on peut faire aussi du sport porté Mmh mh. bah, pour charger au niveau des articulations, des tendons. On peut aussi faire, voilà, de la préparation physique, de la natation, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment bénéfique, je pense et c'est ce que j'ai compris, on va dire, avec l'expérience, des blessures, en tout cas. Et voilà, en gros, après, c'est vrai que depuis tout petit, bah, je supporte, énormément la douleur et je pars aussi du principe que, ça peut paraître un peu spécial, hein, tu vas me trouver un peu sadomaso, mais qu'en gros, ça fait partie du processus. C'est-à-dire, je me dis aussi que lorsque j'ai une douleur quelque part, c'est qu'en fait, ça peut être aussi un signal d'alerte pour me dire: «Attention à la blessure», mais moi, je le vois surtout comme un signal, qui me dit, en gros, «Là, tu es en train de progresser parce que ton muscle, il est en train d'avoir il est en train d'être courbaturé et cetera», mais en fait, il est en train de s'adapter Bien et sûr. en fait, progresser musculairement donc en fait, c'est bien aussi, quoi. Non, mais C'est qu'on peut je comprends totalement. on peut pas se dire, bah, en fait, à la moindre douleur, à la moindre tension, j'arrête, je me mets 5 jours de repos, c'est pas Et possible, sinon non. il y a pas logique donc faut savoir, gérer ça aussi quoi, on va dire. Non, mais je comprends totalement, le la démarche, hein. Bah, je suis moi-même dans cette démarche-là, donc je comprends tout à fait le principe et à mon avis, de toute façon, dans l'ultra-distance, hein, en général, tu peux pas progresser si tu acceptes pas la douleur, si tu acceptes pas la souffrance, donc ça, je comprends totalement le la démarche. Et du coup, à partir de quel moment tu as décidé de prendre un coach? Puisque tu me disais que, tu t'es entraîné, très jeune sans forcément, de coach, juste avec tes connaissances. Et du coup, c'est vrai que ça a dû être intéressant puisqu'on voit quand même qu'il y a un monde entre, ce que toi tu voulais faire étant jeune et ce que les autres te conseillaient de faire et encore une fois, je pense que si tu en es là aujourd'hui, c'est complètement grâce à ça. Si tu avais peut-être, rentré dans le moule, très vite des écoles d'athlétisme, bon, à mon avis, tu en serais pas là aujourd'hui. Donc quel est ton regard avec ça, avec cette peur de qu'on donne aux jeunes, de la longue distance avec, voilà, enfin, tu es un peu un ovni dans la longue distance et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et bah, du coup, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, en gros, 2018, j'ai été invité par la fédération à un stage fédéral au Portugal. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec, les coachs fédéraux sur comment je m'entraînais, sur, qu'est-ce que je voulais faire à l'avenir et même déjà à cette époque-là, je me rappelle avec, Jean-François Pontier qui était le référent marathon, je lui ai dit: «Bah, moi, je vais être, performant sur 100 kilomètres». Ça l'avait surpris un peu parce que j'étais hyper jeune quoi, Bah, hein, oui, donc oui. à 19-20 ans quoi, donc ça paraissait un peu lunaire, surtout que j'étais sur un stage marathon, donc c'était un peu bizarre, tu vois?
Et en fait, en discutant, bah, je leur ai expliqué comment je m'entraînais, le nombre de kilomètres que je faisais et ils ont réussi à me convaincre en me disant que, bah, ce que je faisais, c'était bien, mais c'était pas, excellent non plus et qu'il y avait, bah, on pouvait moduler un petit peu pour que je me blesse moins et pour que je progresse quand même et que ça soit mieux encadré. Ouais, Et je donc, vois. ils m'ont proposé en fait, bah, 2 entraîneurs dans la région de Normandie, pour me mettre en relation avec. Et dans les 2 entraîneurs, bah, il y avait, Loïc Letellier, mon entraîneur actuel. Donc ça va faire 6 ans maintenant qu'on travaille ensemble et bah, en fait, moi, je l'avais dans un coin de ma tête, Loïc, depuis que j'étais benjamin minime parce que Loïc, il était en équipe de France de cross, en équipe de France de 5000, de 10 000, en équipe de France de marathon en 2009 à Berlin. Donc bah, je l'a enfin 2000, ouais, 2009, je crois. Et du coup, bah, dans la région, et c'était, un peu, le nom de la course à pied, tu vois? Et moi, j'étais hyper introverti et bah, j'avais pas envie de demander et je me sentais pas forcément légitime de demander: «Est-ce que tu peux m'entraîner? Est-ce que tu peux me conseiller?» Et donc c'est parti de là et déjà, d'un point de vue humain, ça a matché totalement parce on a plus ou moins la même personnalité. C'est-à-dire qu'on est, assez discret, assez besogneux Mmh. et en fait, ce qui a changé, c'est que, il m'a pas f alors il a écouté, ce que moi je voulais, c'est-à-dire faire beaucoup de volume, beaucoup de kilomètres et ça, il l'a totalement accepté Mmh mh. et heu et après il a mis sa patte en mode, bah, en fait, les séances, ça va être comme ci, comme ça et tu vas voir, il y aura une progression et ça a pas manqué. Et directement après, il y a une progression, assez magistrale et au-delà de la progression, c'est surtout qu'il y a plus de blessures du tout après. Donc ça, ça a été vraiment un point positif pour moi et maintenant, c'est vrai que aussi, ce que je me rends compte, c'est que l'année dernière, j'ai fait, 4 mois d'entraînement où on s'est dit: «OK, je me débrouille tout seul, je me réentraîne comme avant, tout seul» et Loïc, en gros, m'entraîne plus et en fait, je me suis rendu compte que la charge mentale pour créer son plan d'entraînement était vraiment trop pour moi. C'était trop dur de le faire. Mmh mh. Non, pas les compétences, mais en fait, tous les matins, je me levais en me disant: «Est-ce que la séance que je vais faire, est-ce que c'est bien ou pas?» Je sais pas. Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je vais trop vite? Je sais pas trop. Donc c'est vrai que pour la charge mentale, c'est bien aussi d'être encadré par un entraîneur, mais en fait, il faut que ça soit un rapport, égal avec l'entraîneur. C'est-à-dire Bien faut qu'il y sûr, ait une commu faut que ça soit vertical. Il faut pas que l'entraîneur, il dise: «Faut que tu fasses ci, ça, ça». évidemment, ouais. Heu, Moi, mon entraîneur, il me donne un plan d'entraînement et des fois, quand j'ai envie de rajouter un footing parce qu'il fait beau dehors, parce que tout simplement j'ai envie, bah, en fait, j'y vais et ça passe très bien comme ça, il y a pas de problème et finalement, ce sur quoi, il y a une exigence, on va dire, c'est sur les 2 séances à la semaine où voilà, le temps de récup doit être respecté, le temps d'effort doit être respecté, les allures doivent être respectées et aussi j'ai appris avec, mon entraîneur que, bah, en fait, les entraînements, c'est jamais à 100. C'est toujours, à 90. On se donne jamais à 100 et ça, c'est vraiment la différence aussi que j'ai pu voir. C'est-à-dire, avant, moi, je me donnais à 100, c'est-à-dire, par exemple, je vais dire une bêtise, mais, je fais 10 fois 1000 mètres, le but, c'était de faire la meilleure, moyenne possible, tu vois? Mmh. C'est-à-dire, je partais à 55 sur le premier, le dernier, je finissais à 3,00, je faisais une moyenne à 2,58, tu vois? Et maintenant, bah, par exemple, avec Loïc, c'est plus, on part à 3,05, à partir du cinquième, on passe à 3,00 et à partir du huitième, on passe à 2,55 et le dernier, surtout, on le fait pas en sprint, on le fait pas à fond, on le laisse à 2,54, 2,53 et en fait, le chrono moyen est pareil, tu vois? Mais la construction de la séance est complètement différente. Mmh mh. C'est-à-dire, au lieu de te tirer dans le pied dès le début et de faire tout en résistance derrière, en fait, tu fais tout en progressivité, en progression et en fait, à la fin, bah, tu as de meilleures sensations donc c'est quand même bien mieux comme ça. Super, super intéressant. Bah, écoute, tu fais la transition parfaite puisque là, je te propose de si tu es d'accord, de décortiquer un petit peu ton entraînement et justement, quels ont été un peu plus dans le détail, si on devait rentrer un peu plus dans le détail, les changements qui t'ont amené cette progression, qui t'ont amené ce cadre et puis un petit peu, c'est éviter les blessures. Qu'est-ce qui a été changé? Donc est-ce que ça a été, donc tu l'as dit un petit peu, hein, l'intensité que tu vas y mettre, le volume, la construction des différents cycles d'entraînement? Donc comment tu t'entraînes actuellement et quelles sont les différences avec ce que tu faisais avant? Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'être professionnel et de vivre de ma passion donc déjà, bah, on va dire entre 6 heures du matin et 20 heures le soir, je consacre, tout mon temps et toute mon énergie Oui, à déjà au c'est sport super. et déjà, c'est différent. C'est pas pour autant que je m'entraîne plus qu'avant, plus Mmh. que lorsque j'étais étudiant, mais par contre, tous les à côté, bah, je mets le paquet, c'est-à-dire, je fais beaucoup plus d'home trainer, beaucoup plus de vélo en extérieur. Mais bon, je passe quand même 80 du temps sur l'home trainer pour faire justement des thermorooms, des choses comme ça, pour m'acclimater, à la chaleur et à l'humidité que je pourrais retrouver sur certaines compétitions. Mmh mh.
C'est vrai que je peux faire plus de stages en altitude aussi maintenant. J'en fais, à peu près 3 à l'année d'environ 1 mois, donc c'est vrai que ça change aussi un petit peu pour la progression. On prend, on va dire, des facteurs de performance, qui permettent de progresser et qui peuvent pas être, faits, si tu as un emploi à plein temps conventionnel parce que, partir 4 semaines, 3 fois par an, tout le monde n'a pas 12 semaines de congés payés par an. Mmh. Donc ça, c'est pas possible. Et après, tout ce qui est, préparation physique, ça, c'est sûr que j'en passe beaucoup de temps. Mobilité, je passe énormément de temps. Avant, je faisais jamais et ça m'aide vraiment au quotidien pour, accepter, récupérer et accepter ce qui va arriver après, préparer en tout cas les entraînements à suivre. Et après la qualité du sommeil aussi, est beaucoup meilleure maintenant. Je fais des nuits, pas forcément plus longues, mais je fais des siestes. Des fois, ça m'arrive de faire une sieste le matin, une sieste l'après-midi. Ça t'aide à récupérer. Une alimentation avant, quand j'étais en études, je mangeais rapide parce que, j'avais pas le temps. Maintenant, j'essaie d'avoir une alimentation, équilibrée et notamment, manger assez. Avant, le problème, c'est que je mangeais pas assez par rapport à la dépense que j'avais. Donc ça, c'est aussi un facteur qui fait que, ça permet d'avoir une consistance dans l'entraînement, faire du volume et faire du volume, en fait, toute l'année à 180 kilomètres semaine en moyenne et d'avoir une bonne progression en tout cas et c'est éventuellement là où je trouve l'intérêt, en tout cas pour moi, d'être professionnel, c'est, Mmh. tous les après en termes d'effort physique, course à pied pure, ça change pas énormément. La seule chose, c'est que je suis plus précis sur mes entraînements et une semaine type, d'entraînement, on va dire, à l'année, c'est, on va dire, 2 séances semaine, une le mercredi, jeudi et une, le week-end. Donc, après, des séances, c'est vraiment des séances, c'est pas des par exemple, à la semaine, je peux faire, 12 fois, 40 secondes en côte, c'est pas une séance. Je peux faire, 30 fois 30-30, c'est pas une séance. Mmh. Par séance, ça va être 15 fois 1000 mètres à l'heure 10 kilomètres. Ça peut être 40 kilomètres de sortie longue à 3,25 de moyenne avec des blocs d'allure marathon. Ça peut être 15 fois 1500 mètres allure semi ou allure marathon. C'est vraiment des grosses séances, quoi. C'est Mmh. pas des séances qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a que 2 la semaine. Et moi, ça me va très bien en tout cas. Et j'ai aussi besoin de faire énormément de compétitions pour casser la monotonie. Et c'est pour ça que je fais énormément de marathons en compétition, entre guillemets, entraînement, où je me donne une base à 2,25, plus ou moins 2-3 minutes. OK, ça marche. Du coup, quand tu fais ces entraînements-là, j'imagine que c'est assez monstrueux ensuite pour récupérer et comment tu fais pour enchaîner donc que ce soit les marathons, hein, que tu fais en prépa et ces grosses séances-là? Est-ce que c'est ton bagage, ton expérience qui te permet vraiment de récupérer? Enfin, comment tu expliques cette capacité de récupération qui est un peu, hors norme aussi chez toi? Est-ce que c'est des choses que tu as mis en place avec le temps ou tu penses que tu as vraiment une capacité de récupération qui est supérieure à la moyenne? De base, c'est sûr que je pense que j'ai une capacité de récupération qui est supérieure à la moyenne, mais je pense que c'est aussi avec le temps que j'ai pu créer cette capacité Bien sûr. voilà, de récupération ultra rapide. Un 100 kilomètres, quand j'en fais en compétition, 2 jours après, en fait, je recours 20 kilomètres à 15 à l'heure, ça me dérange absolument pas. Donc, et je pense aussi que, en fait, pour récupérer le mieux possible après une compétition notamment, en fait, j'ai déjà tout un protocole qui est fait en amont de la compétition pour savoir ce que je vais faire une fois la ligne d'arrivée franchie. Et ça, c'est quelque chose que quasiment aucun coureur ne fait parce que tous les coureurs voient leur objectif à court terme et pas à long terme. Mmh. C'est-à-dire, un marathon le dimanche, tu sais que tu vas arriver à midi, mais en fait, tu penses pas au fait que la Terre va continuer de tourner à 13 heures, à 14 heures le lundi, le mardi, le mercredi, tu vois. C'est Tu clair. penses juste à présent. Et en fait, moi, de base, j'ai tout un protocole où je sais que si je termine mon marathon à midi 5, je vais prendre ma boisson de récupération, ma barre de protéines. À midi 10, je vais partir pour un footing de récup. Le soir, à 18 heures, je vais être sur l'home trainer pour faire tourner les jambes, ou je vais aller retourner courir après un marathon le soir. Et le lundi matin, en fait, je me lève toujours à la même heure que d'habitude. Je vais aller courir, je vais faire un footing de récup. J'ai bien mangé, j'ai bien m'hydrater. Et alors que, on va dire, le coureur plus récréatif ou même un coureur professionnel qui fait pas forcément attention à tout ça, il va franchir la ligne d'arrivée le dimanche midi. En fait, il va pas boire, il va aller prendre une bière ou un truc comme ça à 15 heures. Le soir, il va rentrer chez lui, il va fêter un peu, Mmh il va mh. célébrer sa course, il va se coucher à pas d'heure, il va se lever le lendemain matin, il va être courbaturé de partout. Il va pas recourir avant le mercredi parce que il a mal partout.
et le jeudi, il va recourir et en fait, il aura aussi mal que le dimanche à 13h, tu vois? Donc Très intéressant comme approche. Non, mais vraiment, ouais, c'est en fait, tu perds, 72 heures de et récupération. oui, Alors, moi, en 5-6 heures, bah, j'ai déjà fait tout le protocole de récupération c'est et sur autre chose. Alors forcément, il y a des douleurs, tendineuses, articulaires, je veux dire, tu inflammes l'organisme aussi, hein, quand tu fais un marathon, même si, je m'amuse à dire que je l'ai fait en promenade de temps en temps, mais quand je le fais en 2h20 ou 2h25, honnêtement, bah, ça fait mal aussi au 35e, hein, c'est pas évident, c'est toujours, même si j'ai un record à 2,14, ça reste un 35e kilomètre d'un marathon, c'est pas de la rigolade non plus. Et à l'arrivée, bah, je veux dire, 1 heure ou 2 après, bah, j'ai les genoux qui grincent, j'ai les tendons évidemment. qui j'ai mal aux jambes et tout, mais voilà, je me dis que de toute façon, si je reste en l'état, ça va pas s'améliorer. Donc il faut bouger pour que ça passe. Donc ça peut être, ça dépend des gens, hein, mais ça peut être même une balade du soir, faire une Mmh. randonnée le lendemain, aller marcher 1 à 2 heures, faire un peu de vélo, faire un peu de natation. En tout cas, s'activer pour faciliter la récupération. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à bien récupérer. Mmh. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est ce que je pense aussi et c'est ce que j'ai mis en place dans mon entraînement. C'est-à-dire que j'essaye de retourner courir aussi rapidement après les grosses échéances comme ça. Mais c'est vrai qu'on entend souvent, bah, qu'après un marathon, il faut rester, il y en a qui parlent de 10 jours sans courir. Enfin, je trouve ça un peu, complètement hors contexte. Donc ta philosophie, c'est vraiment, toi, de rester très peu au repos total, sur l'année? Voilà, c'était un peu ma question. Comment tu gères tes périodes de récup? Est-ce que c'est tout le temps des périodes de récupération active? Ou est-ce que tu t'accordes quand même, cette fameuse, coupure annuelle qu'on entend, est-ce que tu l'as fait ou pas? Je pense avoir la Bah, réponse, mais pour te donner un exemple, à peu près, j'ai un jour de récup tous les mois. OK, quand même, OK. Entraînement que je négocie à chaque fois parce que j'ai pas envie de le faire, mais Mmh. un jour de récup, je vais partir rouler, 100 kilomètres à vélo, je vais faire du renforcement musculaire. Donc en Ah fait, oui, c'est oui. un jour où je fais pas, mais par contre, je vais faire du sport parce que sinon pour moi, c'est pas de la récup, c'est un jour perdu et je m'engourdis plus qu'autre chose et ça casse un peu la routine aussi. Donc en soi, c'est pas vraiment de la récup et l'année dernière, après le 100 kilomètres au Japon, j'avais vraiment, pas envie de courir d'un point de vue mental parce que j'étais extrêmement déçu. C'était très compliqué après mon arrêt au 70e kilomètre. Ah oui, oui. Mais bah, en fait, bah, je suis parti avec ma copine, bah, dès qu'on est rentré du Japon, pour aller, aux Arcs dans les Alpes françaises et en fait, on y a passé, 1 semaine, 10 jours et en 1 semaine, on a fait, 200 kilomètres de randonnée. Donc je sais pas si on peut appeler ça une coupure, mais on faisait 200 kilomètres de randonnée, j'allais courir le matin, j'allais courir le soir et pour moi, ça, c'était une coupure. En fait, c'est plus une coupure, on va dire, mentale qu'il me faut. C'est plus, me déconnecter du quotidien, mais continuer l'activité physique parce que sinon, bah, je pars en déprime totale, quoi et ça va pas. Donc faut avoir une activité physique parce que sinon ça la coupure pour moi, c'est la pire des choses que je peux avoir dans l'année, quoi. Si tu me dis, «Il faut que je coupe parce que je suis blessé», là, c'est le pire, la pire chose qui peut m'arriver et quand même je suis blessé, je trouve toujours un truc pour, m'occuper du vélo, de la natation, enfin voilà, Mmh. j'ai toujours besoin de rester actif et en soi, la coupure pour moi, c'est une punition plus qu'autre chose. Non, mais je comprends totalement et je pense que ça a de réels intérêts, hein, sur la prévention des blessures. Moi, je Mmh. suis pas du tout pour le repos total et je l'ai expérimenté, sur de nombreux athlètes et sur plein d'expériences. Je pense que le repos total est rarement bon bah, même dans 100 des cas, puisque quoi que tu aies, tu peux toujours t'activer un petit peu comme tu hein, soit faire un petit peu de vélo, un peu de natation et je pense que c'est super important pour la tête et pour le corps donc ouais, je comprends tout à fait ta démarche. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on rentre un petit peu plus dans le détail sur l'aspect justement, musculation. Ça m'intéresserait vraiment de savoir un petit peu, qu'est-ce que tu mets en place, toi en tant que coureur d'ultra à fond, hein, sur 100 kilomètres notamment? Est-ce que c'est orienté vraiment force maximale? Est-ce que tu fais de l'endurance de force, plutôt du poids du corps? Comment tu gères un peu tout ça? Alors, je fais de la prépa physique et je fais pas de musculation. OK, donc il y a pas du tout de travail Ouais. à charge additionnelle, quoi? Alors, c'est quelque chose qui va arriver là après mon 100 kilomètres là dans 10 jours, on va OK. mettre ça en place. Justement, c'est quelque chose avec lequel, enfin un sujet sur lequel avec mon entraîneur on discute beaucoup Mmh. et on s'est dit: «Bah, c'est un levier de performance, un levier de progression à activer». J'ai eu la chance de pouvoir faire des tests, en labo pendant 2 jours avec Guillaume Millet à Saint-Étienne, Mmh. où on a différentes mesures avec des protocoles, expérimentaux.
savoir c'était quoi un peu les points, les facteurs de performance sur lesquels que je peux activer et sur lesquels je peux m'améliorer. Et Mmh. clairement, l'aspect, musculaire, c'est quelque chose, où, c'est pas que je suis mauvais, hein, loin de là, mais je peux progresser énormément dessus. Donc clairement, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Après, encore une fois, avec mon entraîneur, ce que j'aime bien avec lui aussi, c'est que lorsqu'il sait pas, il me fait pas faire. Il me fait pas faire n'importe quoi. Mmh. Et lorsqu'il sait pas, il m'oriente vers quelqu'un qui sait. Bien sûr. Et il se voilà, il s'invente pas, des capacités en musculation qu'il n'a pas, quitte à aller dans le mur. Il préfère être honnête et me dire, voilà, je sur ce thème-là, c'est trop j'ai pas assez de connaissances et il faut qu'on aille voir quelqu'un pour, qu'on puisse être bien encadré, bien Mmh. informé sur le sujet et qu'on aille dans la bonne direction. Donc, c'est clairement, hein, quelque chose qu'on va mettre en place, mais quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place. OK, OK, ça marche. Mais ça sera clairement, en tout cas, les axes d'amélioration qu'on a pu, faire avec les tests, en labo, c'est, clairement sur, la force max Mmh. et l'endurance. OK, OK, OK. Ouais, donc tu es convaincu que ça peut vraiment apporter à ton entraînement. C'est vrai qu'il y a eu bon, maintenant, il y en a plus trop, hein. C'est assez écrasant quand on regarde, apparemment la musculation en force reste vraiment, très important pour la performance sur toute distance. Mais c'est vrai que, je trouve que le renforcement musculaire a longtemps, été laissé de côté. Et on se rend quand même compte que sans renforcement musculaire, on peut quand même faire de très grosses performances, la preuve avec toi. Donc oui, certes, ça va t'apporter, mais aussi il faut le voir, je pense que ça va être étudié, mais il faut voir avec ta charge d'entraînement, ta charge mentale et les courbatures que ça peut engendrer, il faut l'encaisser aussi, quoi. Donc quel est ton regard un petit peu par rapport à ça? Est-ce que ça va du coup te faire enlever peut-être un tout petit peu de volume si tu fais des très grosses séances force ou tu comptes conserver vraiment exactement la même, structure dans ton entraînement à pied? Non, ça va être en on voit ça plus comme un bonus qui va venir. Mmh C'est mh. pas Ça va pas venir remplacer quelque chose Mmh. et on part du principe, pour le moment en tout cas que au lieu d'être à 0% actuellement, on préfère être à 20%, 30% Mmh. plutôt qu'à 100% et se blesser. Donc ça sera toujours un axe d'amélioration et de progression, mais on va le faire tout doucement et on va pas s'affoler pour se blesser. J'en ai fait un peu de musculation, il y a 2 ans Mmh mh. et et quelques séances, hein et ça flambait de partout, enfin voilà. Ah bah, oui, c'est L'inf difficile. Mmh. J'en faisais le mardi soir, le mercredi matin, je savais plus marcher, j'avais une séance, Mmh. spécifique à faire, je savais plus la faire la séance. Enfin, je la faisais, mais alors dans un état de souffrance qui était, absolument Mmh. aucune sensation. Donc c'était pas voilà, c'était pas du tout, convenable comment je l'avais fait à l'époque. Donc non, clairement, ça va venir en ajout et actuellement, on fait, plutôt du renforcement musculaire, également, on essaie de le faire un peu, d'un point de vue, naturel. Mmh. C'est-à-dire au lieu de faire un footing de récup à plat, j'essaie de le faire en vallonné, Mmh. et de faire des séances de côte, non pas pour développer des qualités, cardiovasculaires, mais plus pour développer des qualités, neuromusculaires, toutes ces choses-là, en fait. Donc après effectivement, c'est clairement un axe de progression, mais faut pas mettre la charrue avant les bœufs Non, et c'est sûr. faut pas miser que non plus là-dessus, je pense et pour nous, ça va être un axe de progression, mais ça va pas révolutionner l'entraînement de fond en comble non plus, quoi. Non, mais je comprends. C'est vrai que tu fais bien de le souligner, parce que je trouve ça super complexe, moi, l'entraînement en force quand on est athlète, avec un gros volume d'entraînement, parce que ça demande beaucoup de temps d'adaptation et quand tu as les jambes complètement brisées, que tu peux pas du coup faire ta séance, qu'est-ce qui c'est compliqué. Faut l'amener vraiment, très progressivement, je pense et comme tu l'as bien dit, hein, ça doit venir en complément, mais peut-être pas, en remplacement des séances donc ouais, très intéressant. Donc tu vois, là, même juste, pour te dire qu'on est vraiment pas pressé, on veut prendre le temps, on s'est donné un échéancier, par exemple, à partir du moment où on va commencer, Mmh. de 2 mois, juste pour, faire des entraînements, sans charge, à vide, juste pour maîtriser le mouvement haltérophilique, tu vois? Bien sûr. Et à raison de 1 à 2 séances par semaine, donc tu vois, quasiment, 15 séances, juste pour maîtriser le mouvement. Donc on est vraiment pas pressé et après on chargera un petit peu, par un petit peu et quitte à être, en dessous des forces max ou des choses comme ça, c'est pas grave, le travail il va être fait un petit peu. C'est comme, en tout cas moi je compare ça un petit peu à quelqu'un qui voudrait faire de la course à pied. Si tu veux faire des 400 mètres, fais-en 10, tu vois? Fais 10 fois 400 mètres, c'est très bien, mais tu es pas obligé d'en faire 20, quoi. Déjà, si tu en fais 10, Mmh mh. tu vas avoir une progression, sachant que de base, tu cours pas, donc Bien ça va sûr. déjà être mieux.
Donc on part de là et après on va se spécialiser un petit peu plus et orienter un entraînement plus spécifique, là-dessus et voir aussi s'il y a un intérêt parce que moi j'ai pas non plus envie que ça déforme ma foulée, que ça déforme, Et ma oui. musculation Mmh. et ça c'est sur lequel, j'avais un peu quelques doutes, auparavant. C'est-à-dire que moi j'ai un gabarit très léger Mmh. et nature, très puissant en fait, par rapport à mon poids. Donc j'ai pas envie que ça dénature la foulée non plus, tu vois? J'ai pas envie de me retrouver avec des jambons énormes aux jambes, et que, ça soit cool pour faire, un 100 kilomètres, mais que sur un 10, un semi ou un marathon, ça soit inefficace et que ça me serve à rien. Donc je pense aussi que la morphologie naturelle est bonne et qu'en gros, la musculation est là pour, l'optimiser, mais on va pas refaire de fond en comble, la musculature d'un athlète, quoi. Non, mais c'est clair. OK. Bah, très intéressant. Bah, je serais intéressé de suivre du coup un petit peu cette évolution, chez toi et puis parce que ça peut amener sur tes performances qui sont déjà, il faut le rappeler, très, très, très optimisées. Donc on verra combien de pourcentage ça va te rapporter, mais effectivement, je pense que tu as la bonne approche sur le fait de le mettre progressivement. Bah, là, ce que je te propose, c'est de nous donner éventuellement, donc pour les auditeurs, une semaine type un petit peu en préparation, 100 kilomètres, qu'est-ce que ça peut, ressembler pour Guillaume Ruel en termes de volume? Et voilà, si tu peux nous présenter 2 séances, on va dire, clés que tu as l'habitude de faire. Alors une semaine, type, on va dire, c'est, 13 entraînements à pied, donc un tous les jours, pardon 2 tous les jours, sauf le dimanche où il y a que le matin, il y a pas l'après-midi. Donc en général, lundi matin, ça va être, 1 heure et demie à 4 au kilométre. L'après-midi, ça va être, 15 kilomètres de récup. Donc sur la semaine totale, on est à 250 kilomètres à peu près. Mmh. Heu, le mardi, ça va être, des côtes le matin, par exemple, 14 fois 40 secondes. L'après-midi, récup, 10-15 kilomètres. Le mercredi, une séance de 15 fois 1000 mètres, allure, entre marathon et semi-marathon, récup assez courte. Le jeudi, ça va être, encore une fois, sortie peut-être, 2 heures à 3,50 au kilo. Le soir, récup, pareil, toujours 10-15 kilomètres le soir. Après le vendredi, ça va être, pareil, 20-25 kilomètres à 4 au kilo. Le soir, 10-15 kilomètres. Alors, en plus de tout ça, je t'ai pas dit, mais il y a de l'home trainer, 1 jour sur 2, à peu près 2 heures en thermo-room et le jour sur 2 où il y a pas de vélo, c'est un entraînement de préparation physique, donc 30-40 minutes, soit de mobilité, soit de préparation physique, abdos, gainage, toutes ces choses-là. Le samedi, ça va être une séance, plutôt spécifique, un peu marathon, on va dire, mais assez légère, où on va faire, 30 kilomètres en tout avec, par exemple, 5 fois 4 kilomètres, allure marathon, récup 1 kilomètre, à 4 au kilo. Donc pour moi, ça représente entre 3,10 et 3,15 au kilo, récup 1 kilomètre, à 4 au kilo. Le soir, un petit footing de récup et le dimanche, ça va être sortie longue, 50 ou 60 kilomètres avec, des blocs d'allure différents où on part, on va dire un peu lent à 3,50 au kilo. Après on passe sur du 3,40 au kilo, et on finit sur du 3,30 ou du 3,25 au kilo. OK, Donc, ça marche. gros 50 kilomètres courus à peu près en 3 heures et ou le 60 kilomètres courus à peu près en 3 heures, 3h40, 3h35 et ça fait une bonne semaine et le dimanche après-midi, c'est un peu libre et je me repose. Ouais, tu m'étonnes. Et voilà, c'est une bonne semaine d'entraînement et après les séances vraiment spécifiques et clés, d'un 100 kilomètres, il y a des séances, forcément qui sont spécifiques et qui sont, à part, quand je fais un 100 kilomètres, mais le plus important, c'est le volume, l'enchaînement des semaines, la consistance dans l'entraînement. Ça, c'est vraiment, on va dire, c'est pas la séance clé, hein, mais c'est, la Mmh, une philosophie continuité, bien sûr. Mmh. ouais, de l'entraînement et encore une fois, c'est des sorties entre 40 et 60 kilomètres, 1 à 2 fois la semaine et pas couru à l'allure 100 kilomètres parce que c'est pas couru à l'allure du record 100 kilomètres, mais couru à une allure, plus soutenue que le 100 kilomètres. C'est-à-dire, pour te donner un ordre d'idée, là actuellement mon record au 100 kilomètres, il est à 3,48 au kilo. La vitesse que je vise, c'est 3,40 au kilo, le record du monde et pour te dire un exemple, quand j'ai fait une sortie de 60 kilomètres, au dernier enfin, ma dernière préparation, c'était 20 kilomètres à 3,40, tout enchaîné, hein, pas de pause, mais 20 kilomètres à 3,40, 20 kilomètres à 3,30, 20 kilomètres à 3,20. Donc en gros, les 20 premiers sont à mon allure visée et après, c'est, continuellement, en accélérant.
et ça crée une fatigue, assez monstre, on va dire, parce que entre le 40 et le 60, tu cours à 18 à l'heure, donc bah, très proche de mon allure marathon, tu vois? Bah, mon allure 50 kilomètres, et donc ça, bah, c'est extrêmement délicat comme séance à faire, et en plus de ça, bah, sur ces séances spécifiques, tu essaies d'intégrer, tout un protocole de ravitaillement que tu vas faire le jour de l'épreuve. C'est-à-dire, si tu as prévu de faire des ravitaillements tous les 15-30 minutes, tous les 5-10 kilomètres, tu le fais, et tu regardes ce que tu as prévu de consommer, sur la théorie, et en pratique ce que tu as consommé. Tu fais la différence et tu regardes combien tu as consommé en boisson, d'un point de vue hydrique, en volume, combien tu as consommé d'un point de vue, glucides en tout, pour te faire des ratios à l'heure, et après avec tout ça, tu te pèses en début de séance, tu te pèses en fin de séance, et tu, notes, bah, soit tu as quelqu'un qui t'accompagne qui note ce que tu as, si tu es allé aux toilettes pendant l'effort ou des choses comme ça, et tu fais la différence entre ton poids de départ, ton poids d'arrivée, tout ce que tu as consommé, et tu vois ta déshydratation en tout. Donc ça, c'est hyper intéressant, et moi, ce que je fais en plus, c'est que je cours avec, brassard, cardiaque ou ceinture cardiaque, c'est pareil, hein. Mmh. Peut-être parce que c'est pas forcément tout le temps très, très fiable, Oui. et regarde les fréquences cardiaques associées et à des allures, très constantes. Parce que du coup, moi, je cours au canal à Caen, c'est tout plat, il y a un tiret tous les 100 mètres. C'est un canal qui fait 8 kilomètres de long, je fais des allers-retours. Donc en fait, ça gomme, tout dénivelé, tout virage, tout machin. Donc en fait, je regarde aussi la fréquence cardiaque, qui peut dévier un petit peu, et savoir, en gros, à combien, par exemple, au 55e, je suis à quelle fréquence cardiaque, au 60e, je suis à quelle fréquence cardiaque, savoir s'il y a une dérive cardiaque, des choses comme ça. Donc l'entraînement en soi, c'est intéressant de le faire, mais i les chiffres, c'est cool, mais en gros, le plus intéressant, c'est de préparer son entraînement et de savoir l'analyser après et en retirer, ce que tu veux en retirer. Donc ça, je pense que c'est le plus intéressant, parce que faire un entraînement de, par exemple, un 50 kilomètres, bah, enfin, je vais pas dire tout le monde, mais en tout cas, moi, j'en suis capable, il y a pas de problème, ça me fait pas peur de le faire à l'entraînement. Mmh. Mais par contre, fait comme ça et qu'il est pas, contrôlé l'entraînement, et que tu prends pas un tas d'informations qui vont être ultra utiles pour la compétition, Ça ça sert sert pas à à grand. bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est très intéressant de souligner ça. Justement, tu fais la transition parfaite sur l'aspect un petit peu nutritionnel, que c'est un aspect qui m'intéresse, beaucoup, puisque je me destine aussi, moi-même et ma communauté à m'amener plus sur, les distances de l'ultra, donc du 100 kilomètres jusqu'à un petit peu plus long sur, des efforts en montagne. Donc je serais un peu plus intéressé, pardon, de voir, quel est un peu, même si encore une fois c'est très personnel, hein, mais quel est ton protocole dans les grandes lignes en nutrition sur un 100 kilomètres? Et quelles sont, on va dire, les recommandations un petit peu plus générales que tu pourrais donner pour un athlète de 100 kilomètres, que ce soit sur la nutrition au quotidien et puis la nutrition, à l'effort? OK. Pour l'effort, je pense que déjà, il faut différencier le coureur de route avec le coureur de trail. Mmh, bien sûr. Parce que, tu vois, sur route, moi, je consomme que des boissons, avec de la poudre énergétique, de la marque Oversteam dedans, Mmh. heu, ou du Red Bull aussi. Ah, du Red Ça, Bull, c'est, ah ouais, ouais, d'accord, j'aurais pas pensé, OK. au 25, au 50 et au 75, ça me permet de découper la course. OK. Changer de ravito. Alors je le dégaze, tout le temps pour pas, Mmh. digestif ou que ça explose dans la bouteille de ravitaillement. Et avec Et la quand je l'ai taurine, il y a pas de souci cardiaque, d'une accélération non, du rythme cardiaque, non, il y a pas? non, il y a pas de problème là-dessus. OK. Ça bien. Et après, c'est plus pour ça y est, je pense pour, que ça soit le trail ou la route, c'est plus ou moins pareil en termes de boisson d'effort. Mmh. Après, une boisson d'effort avec un petit peu de BCAA et un petit peu de protéines, parce que je pense que c'est important les acides aminés pour, les efforts longs. Et après, c'est pour les ravitaillements, on va dire plutôt «solides» entre guillemets, où là, sur la route, moi je j'arrive pas à comprendre comment certains athlètes peuvent faire pour prendre du solide pur, c'est-à-dire des barres Ouais. énergétiques, des barres de céréales. Moi, c'est tout au gel, parce que je j'arrive pas à voir comment on peut mâcher en courant à une Non, à allure ces assez élevée. vitesses-là, c'est trop Et compliqué. ça, donc après en trail, je veux bien comprendre, parce que si tu es dans une phase de montée, Bien sûr. je pense parce que tu as moins d'oscillations aussi, tu es plus, à plat. Non, tu montes, mais tu vois, tu as moins d'oscillations et tu peux plus, mâcher et cetera. Je pense que ça, c'est bien. Et après en termes de, alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en termes de goût, de saveur et cetera, moi, c'est peu importe le goût et la saveur, ce qui compte, c'est, ce qu'il y a dans le gel qui est important, Mmh. et dit de le prendre même si je l'aime pas en termes de goût, c'est pas grave, je sais que ça va être important pour mon effort. Donc ça, c'est, ce qui compte le plus. Sur 100 kilomètres, du coup, moi, mes ravitaux, c'est, de la boisson tous les 5 kilomètres.
et un gel tous les 10 kilomètres. Donc c'est assez simple et la boisson, c'est la même tous les 5 kilomètres sauf aux 25, 50, 75 où là, c'est du Red Bull. Mais le reste du temps, c'est, une boisson d'effort et la boisson d'effort aussi, si les conditions sont chaudes, s'il fait très chaud, très lourd, je rajoute des électrolytes dedans Mmh. et je la dilue, aussi pour, enfin, je la dilue du coup de base pour qu'elle soit moins concentrée en glucides, pour que ça soit mieux absorbé et que ça crée moins de désordre gastrique. Et par contre, en termes de minéraux, électrolytes, je la charge plus en électrolytes. OK. Et après, sur chaque ravito aussi, tous les 5 kilomètres, c'est, en plus du ravito, une bouteille d'eau de 50, enfin 1 demi-litre et là, je me la vide sur la tête, dans le cou, sur la nuque, sur les mains, sur les bras. OK, OK. Et du coup, en termes de ratio en glucides par heure, tu tournes à combien à peu près? Alors, ça dépend beaucoup des conditions météo, mais normalement, je tourne aux alentours des 80 grammes à l'heure, OK. heu, de glucides. Après, ça peut paraître un peu étrange ce que je vais te dire, mais je pars du principe que si tu en consommes trop, on dit qu'en gros, il faut en consommer à plein de glucides et le mieux, c'est d'en consommer, voilà 80, 100, 120 grammes et plus tu en consommes, mieux c'est. Je pars du principe que si tu en consommes, c'est bien, mais après, il faut les assimiler, il faut les Bah, oui, utiliser. c'est ça, ouais. Ouais. Donc voilà, si tu en consommes à plein et que derrière ça te crée des désordres gastriques, ça sert à rien. Vaut mieux en consommer moins, je pense, mais mieux. Et après, c'est pareil, tu as la qualité aussi des sucres que tu vas absorber. Si tu prends des sucres très complexes et cetera, que tu vas pas réussir à les «casser» entre guillemets dans l'organisme pour les, consommer directement, bah, en fait, ça sert un peu à rien. Donc tu auras consommé des glucides, mais pas des glucides de bonne qualité. Donc faut voir aussi ce que tu consommes comme glucides à l'effort. OK, donc toi, tu es plutôt sur une philosophie de glucides à IG plutôt élevés du coup, c'est ça? Que tu prends très Ouais, régulièrement? ouais, exactement et après, là, on change un petit peu de philosophie de ravitaillement où on essaie quasiment de tourner, quasiment sans sucre, jusqu'au 40-50e kilomètre, Mmh. quasiment à 10-20 grammes à l'heure et après mettre le paquet à la fin. OK, et ça pour quelle raison? Pour éviter les désordres gastriques ou pour te provoquer peut-être Heu un boost mental, sur la fin ou je sais heu, pas? Après un boost, au niveau de l'organisme Ouais. et clairement c'est ça le but Ouais, un et bah, en fait rebond en quelque sorte, un petit rebond, ouais, énergétique, ouais, ouais. un un rebond énergétique en fin de course, à partir de la mi-course du moins et c'est quelque chose avec, d'autres athlètes de très haut niveau en trail que je partage et qui m'ont fait part de cette expérience-là et OK. bon, ça a l'air de plutôt bien marcher pour eux donc voilà, c'est quelque chose que j'essaie aussi d'expérimenter à l'entraînement, faire, 20 kilomètres quasiment sans ravitaillement et à partir du 20e, consommer beaucoup de ravitaillement et tenir jusqu'au 40e et je sens une réelle différence. OK, super intéressant, ouais, comme stratégie qui est très peu répandue, surtout. Et ouais, ça peut être pertinent, et même je pense mentalement, en fait, de se dire: «Bah, voilà, j'ai pas trop à prendre sur la première partie de course», et bon, du coup, le boost que ça peut t'apporter de surenchérir, je pense, sur l'organisme, et ouais, ça peut peut-être choquer un petit peu le corps et permettre de finir, un peu plus fort. OK, OK. Du coup, ouais, pas du tout de solide, et des aliments à IG plutôt élevés que tu Ouais, prends, OK. OK, OK. Et du coup, bah, justement, pour tenir une telle distance, avec très peu de glucides, j'imagine que le petit déjeuner est quand même central et très important avant une telle course. Comment tu l'organises ce petit déj? très léger, OK. je le prends 4h30 avant le départ de la course. 4h30 avant, OK. Ouais, donc c'est, alors c'est, de la crème énergétique, ça va peut-être parler à certains, du Sport Déj, Mmh mh. déj donc j'en prends, ouais, pas beaucoup, hein, j'en prends 5-6 cuillères et je prends que ça le matin de la course. OK. Parce que j'ai besoin de courir le ventre, quasiment vide, Ouais, je comprends. heu, un désordre gastrique et bah, moi ça me va très bien. Après, d'un point de vue, plus général, on va dire, en termes d'alimentation, semaine de course, je fais un régime scandinave dissocié, un petit peu extrême. Donc, c'est-à-dire, que je réduis, drastiquement les glucides à partir du dimanche. Enfin, si la compétition est le dimanche, la semaine d'avant, à partir du dimanche, après la dernière sortie longue, je diminue, drastiquement les glucides à quasiment plus en prendre, Mmh mh. jusqu'au mercredi midi, mercredi soir. Le jeudi, je recharge énormément en glucides jusqu'à la veille de la compétition et ça me permet d'avoir alors, c'est pas forcément, prouvé scientifiquement, mais en tout cas, moi, ça marche plutôt bien. Ça me permet d'avoir un regain d'énergie énorme pour le stockage, du glycogène et ça me permet d'arriver à mon poids de forme le jour de la compétition
et en plus de ça, d'un point de vue mental, ça me permet d'être, extrêmement, focus sur l'objectif à une semaine de la course. Parce que l'entraînement, à une semaine d'un 100 kilomètres, bah, il diminue drastiquement et ça évite de se poser 36 000 questions et on est un petit peu dans la même philosophie que les sports de combat où on doit faire le poids pour Le la course. cutting, ouais. Ouais, ça me prend, en tout cas, je mets toute mon attention dessus et mon attention n'est pas portée sur la course donc j'arrive à tromper un peu mon esprit là-dessus et c'est quelque chose sur lequel, bah, c'est quelque chose, que je fais depuis, que j'ai, ouais 18-19 ans ça et ça marche plutôt bien. Alors je fais pas chaque compétition, je le fais sur 2-3 compétitions majeures à l'année, mais ça marche plutôt bien et le jour de la compétition, effectivement je mange très, très peu le matin. D'une parce que j'ai pas envie, j'ai pas faim en fait et de 2, j'aime bien courir le ventre léger quoi, donc j'aime bien me sentir léger en courant en tout cas, donc ça c'est vraiment le plus important et je pense qu'en tout cas moi j'écoute beaucoup mes sensations de course Mmh mh. et préfère être dans la sensation plutôt qu'être dans le calcul de me dire, «Est-ce que j'aurai assez d'énergie ou pas?» Quand on fait un marathon c'est, ouais c'est, 2 500 calories à peu près. Après moi, il faut savoir que j'ai une fréquence cardiaque qui est hyper basse quand je cours, donc c'est encore moins. C'est plutôt sur les 2 000 calories. En fait, 2 000 kilocalories entre le repas que tu as pris la veille, le petit déjeuner le matin qui fait aller, 600 calories, un truc comme ça, plus tes réserves naturelles, on va dire, hein, plus tes ravitaux le jour de la course, bah, en fait, tu as pas besoin de te gaver le matin de la course, ça suffit amplement et quand tu fais un 100 kilomètres, ça fait à peu près, 5 000-6 000 calories, enfin kilocalories et c'est pareil, l'organisme, enfin, Ah oui. enfin tu as l'énergie nécessaire en fait, il y a pas de souci de ce point de vue-là. D'un point de vue énergétique, c'est pas un problème. Donc moi en tout cas, je pars de ce postulat-là. Après, si tu fais un ultra trail de 160 kilomètres type, UTMB et que tu passes, 30-40 heures, dans la montagne, c'est une autre question. Mais moi, c'est des efforts maximum de 6h30 donc c'est pas pareil. Ouais, super intéressant. Ouais, ouais, donc ce que tu as accumulé en fait dans tes 3 jours là, tes 3-4 jours de grosse recharge, glucidique suffisent pour combler tes besoins en glucides et puis après j'imagine qu'au niveau des filières énergétiques que tu utilises sur, 100 kilomètres à ces vitesses-là, tu as quand même une dominante de glycogène selon toi ou tu es plus sur la filière lipidique? C'est un peu la barrière j'imagine, ces allures-là? C'est un peu Ouais, ouais, un peu entre 2 mais plutôt sur la filière lipidique quand même. ouais, je pense, OK, ouais. Mmh. La cardiaque est quand même assez basse sur un 100 kilomètres, hein. Pour, que ça parle un peu à tout le monde, un 100 kilomètres, c'est couru à une allure, footing soutenu, mais footing soutenu où tu discutes avec un copain à côté de toi, quoi. Mmh. Donc C'est pas, du SV1 à peu près, du 75 à peu près, 70? ouais, SV1 en tout cas pas pour moi, mais Oui. c'est, du ouais, en vrai, je pourrais pas te dire, c'est quoi exactement comme allure, mais c'est largement en dessous du SV1. Mmh. Oui, bah, oui. Ouais, mon SV1 8,5, je le cours à 16 à l'heure, Ouais. on est en bien du SV1. Mais Ouais, c'est de ouais, l'endurance active, quoi, ouais, c'est un peu plus vite que ton endurance fondamentale, ouais. Mmh. c'est ça. OK, super. Bah, écoute, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour sur l'aspect, entraînement. J'avais une petite dernière question aussi à te poser. C'est au niveau un petit peu de si tu en prends, hein, déjà, des compléments alimentaires, en fait, notamment pour la récupération. Ça peut être des BCAA, ça peut être des protéines, ça peut être du fer, du magnésium, enfin qu'est-ce que tu prends et est-ce que tu juges utile, pour le commun des mortels, enfin tous les coureurs de consommer quand même certains compléments alimentaires clés ou tu peux les trouver dans ton alimentation? Bah, ta question elle est super, intéressante parce que justement, j'avais, une, conférence avec, l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage Mmh mh. et parlait justement enfin, en gros, pourquoi les athlètes de haut niveau, ne disent pas, ce qu'ils consomment comme complément alimentaire. Parce que tu as 98 des athlètes de haut niveau qui en consomment et en soi, c'est pas du dopage, c'est pas, Ah bah non, pas du non, non, mais clairement, tu vois, c'est pas du dopage, mais ça peut être, je sais pas, c'est bizarre que personne n'en parle et oui, que c'est vrai, c'est personne vrai, c'est vrai. tu vois? C'est un peu un jardin secret pour tous et moi je trouve que c'est anormal que ça soit un jardin secret pour tous et ça tout le monde devrait, bah, pas forcément savoir, mais en fait, dire: «Oui, moi je prends du fer, je prends du magnésium, je prends des BCAA, je prends des complexes multivitaminés». Mais pourquoi je prends tout ça? Tout simplement parce que je fais une activité physique qui est, entre guillemets «hors norme» et beaucoup plus que la moyenne et à partir de là, bah, c'est un complément alimentaire donc dans ce que j'ai dans mon alimentation, c'est pas suffisant pour, combler, mes besoins Bien liés à sûr, mon bien sûr. activité.
comme une alimentation, où, bah, je vais consommer, 5 000 kilocalories par jour parce que je me dépense à hauteur de 5 000 kilocalories par jour. Donc il faut que je mange énormément, mais le fer, les vitamines, le magnésium, tout ça, les BCAA, tu vois? Tout ça, je les ai pas dans mon al j'en ai pas assez dans mon alimentation au quotidien, donc forcément, je me supplémente Non, mais et en évidemment, soi, ouais, bien sûr. c'est pas quelque chose de qui devrait être tabou, tu vois, dans le Ah non, milieu. du tout, du tout, du tout. Et après, je pense qu'il y a aussi un juste milieu entre les athlètes, voilà, qu'on prenne, je veux dire, moi je prends, allez, 4-5 comprimés le matin en tout, tu vois? Mmh. Enfin, comprimés aux gélules et tu as des athlètes qui en prennent 25, tu vois? 25-30, tu vois? Mais Ouais, tu vois, ouais, ça, c'est tu différent. perçois, tu vois? Et après, je pense qu'il y a quand même un réel, une réelle question à se poser sur, quand tu es à 25 ou 30 compléments alimentaires par jour, est-ce que, tu es vraiment un athlète en bonne santé ou est-ce que c'est une dérive, tu vois, du Ouais, c'est truc? sûr, c'est sûr. Là, c'est pas forcément pour, complémenter, c'est ouais, là, c'est une supplémentation, c'est pas une complémentation, tu vois? Mmh. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, moi-même, tu vois, c'est exactement ce que je prends, hein, donc multivitamines, vitamine C, fer, magnésium, BCAA. Enfin voilà, je Mmh. pense que pour tout sportif, qui a une charge d'entraînement, énorme comme toi, bah, ça c'est important. C'est sûr que c'est Ouais, très important. Et c'est quelque chose que tu as mis en place pareil, très vite ou c'est venu en te professionnalisant, alors, c'est venu grâce à mes études de pharmacie déjà de base, Et oui, donc donc j'imagine que tu connais oui, oui, bien sûr. avec, mes connaissances en nutrition et je suis quelqu'un qui consomme très peu de viande rouge, d'abats et cetera. Donc bah, tu vois, le fer, quand tu cours, bah, en fait, tu casses beaucoup de globules rouges et donc pour la synthèse des globules rouges, bah, le fer, c'est important. Notamment avec d'autres vitamines effectivement que c'est important et pareil avec le magnésium pour la contraction musculaire, les BCA pour, régénérer en acides aminés, Mmh mh. pour les lésions musculaires donc tout ça, ça vient de mes études, en grande partie de mes connaissances et après, bah, je me suis fait conseiller aussi mais le conseil, dans le bon côté des choses, c'est-à-dire, je fais des analyses, sanguines, assez fréquemment et pour pallier à toute carence, qui pourrait être néfaste pour la performance, pour la progression, mais même au-delà du sport, hein, une carence, ça peut être néfaste pour, le bien-être au quotidien. Bah, voilà, je suis complémenté comme ça. OK, super, bah, merci beaucoup en tout cas pour ta réponse qui est très honnête et complète donc je te remercie encore une fois pour ça. Maintenant, bah, ce que je te propose, c'est qu'on s'intéresse, assez rapidement à ta récupération, vraiment aux outils que tu peux mettre en place. Est-ce que tu utilises des bottes de pressothérapie, de l'électrostimulation, de la cryo, massage, enfin, qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu restes vraiment sur les fondamentaux, donc nutrition, hydratation, sommeil, ou tu viens rajouter des petits éléments, qui peuvent apporter peut-être un plus à ta récup? Alors, forcément déjà la base, comme tu l'as dit, c'est les fondamentaux, les 3 piliers, hydratation, alimentation et sommeil. Déjà si tu fais pas ça, Oui, c'est bien pour ça que je le souligne, surtout pour les auditeurs, parce que si vous faites pas ça, vous pouvez essayer tout à côté, sert pas à grand chose d'aller chercher autre chose à côté, si déjà ça tu le respectes pas. c'est clair. Donc, ça clairement, ouais, je le respecte. Comme je t'ai dit, l'alimentation, la question pour moi, c'est pas de savoir, si je mange de trop ou pas. La question, c'est est-ce que je mange suffisamment et en qualité suffisante aussi? Parce que, comme je te disais tout à l'heure, 4 000-5 000 kilocalories par jour, je pourrais les avoir en allant, au McDo tous les jours, tu vois? Mais je les aurais mes calories, mais elles seraient pas de bonne qualité, donc ça, faut avoir une alimentation qui est, anti-inflammatoire aussi, enfin qui est pas pro-inflammatoire. Donc ça, c'est important d'avoir une alimentation en quantité et qualité suffisante. Le sommeil, faire des bonnes nuits de sommeil, mais les bonnes nuits de sommeil, ça veut pas dire des nuits de 10 heures, ça veut dire des nuits de qualité. Un sommeil de qualité, récupérateur et qui régénère bien l'organisme. Si on peut faire des siestes, après je sais que tout le monde ne peut pas le faire à part les retraités ou les athlètes professionnels. Mais, en tout cas pour moi c'est quelque chose qui fonctionne excessivement bien le sommeil, la récupération par le sommeil, c'est ce qu'il y a de mieux je trouve. Même d'un point de vue, cognitif, Bien sûr. quand tu as une grosse charge mentale, tu te reposes 30 minutes, tu repars comme si la journée, recommencerait à nouveau. Et après l'hydratation, hyper important aussi, bah, tout au long de la journée en quantité, suffisante également, tu vois? Ça, c'est la base et après, c'est plus des gains marginaux dans la récupération. Alors pistolet de massage, oui, bottes de cryo, oui, cryo à corps entier, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, j'ai une natte,
un surmatelas, Yakota, donc ça permet de, je dors dessus et je fais mes siestes, dessus. C'est pour, enlever tout le champ, magnétique, dans la chambre quand je dors. Ça me donne des nuits de meilleure qualité. Donc ça, c'est un produit en cours de développement et qui va, je sais plus s'il est sorti ou il va bientôt sortir, mais on est plusieurs, athlètes de haut niveau à le tester et ça marche du feu de Dieu sur, les résultats de HRV, sur la fréquence cardiaque au repos. Donc en gros, tout l'environnement, à la fois, lumineux, à la fois électronique, tout ça, ça permet de le diminuer au maximum et d'avoir, un environnement «sain» entre guillemets, où il y a pas d'ondes, il y a pas toutes ces choses-là. Donc ça, clairement, c'est un atout, majeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour la récup? Bah, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Si, les soins chez le kiné, Mmh. pour moi, après, c'est pas du massage, bien-être, c'est vraiment de la kiné, ouais, de la kiné, bah, ouais, «ils rentrent dedans» entre guillemets et c'est ça qui est intéressant. C'est pas, voilà, pour récupérer, bah, faut pas juste, masser, la peau quoi, faut masser le muscle donc donc ça, c'est aussi important pour la récupération et non, sinon c'est ouais, je crois que j'ai fait le tour de la question, je crois. Pour moi en tout cas. OK, OK, super. Ouais, je connaissais pas le matelas là, c'est ouais, ça peut être Ouais, c'est pas un matelas, c'est vraiment une natte, OK, c'est un c'est ça vient se mettre sur le matelas, c'est ça? C'est une ouais, petite couche? OK. c'est hyper fin, c'est comme un si tu mettrais un tout petit tapis hyper fin dessus. OK. Tu le branches au capteur, Prister et ça neutralise tout le champ magnétique autour. Donc vraiment, c'est hyper intéressant et en plus de ça, donc c'est ouais, c'est pas de la récupération, mais je m'entraîne avec, une tente, hypoxique. Je dors dans une tente Ah bah, hypoxique. justement, j'allais te poser la question, tu Ouais, vois? C'est marrant, j'allais te demander si tu faisais ou pas. OK. ouais, donc tr je fais à peu près, comme je te disais en introduction, 3 stages, d'altitude par an, donc souvent fond Romeu et le Kenya. Le Kenya, plutôt l'hiver, fond Romeu plutôt quand il y a plus de neige, et sinon, bah, là, j'ai une tente hypoxique, à l'année à la maison. Je dors dedans, mes siestes, je fais mes nuits dedans et Toute en l'année? plus de ça, Toute l'année, OK. ouais, ouais, toute OK. l'année dedans, donc c'est vraiment, bah, toute l'année quand je suis, chez moi en tout cas. C'est assez intéressant et après, je l'utilise aussi pour faire des entraînements sur home trainer avec le masque et là, je fais des entraînements à 5 000-5 500 mètres d'altitude, à basse, fréquence cardiaque, mais vraiment pour essayer d'optimiser un peu tout ce que tu peux gagner grâce à l'altitude. OK. OK. Et du coup, à quelle altitude tu es à peu près pour, pendant que tu dors au quotidien? Tu Heu, le règles comment? Parce que j'imagine que c'est assez taxant pour l'organisme quand même au départ, de dormir dans des conditions comme ça. Donc tu l'as amené progressivement ou enfin comment ça marche? ouais, ouais, je le mets à entre 2 000 et 2 500 mètres d'altitude. Après, tu pourrais le mettre, plus haut, mais il y aurait plus de pas de danger, mais plus il y aurait pas un gain énorme par rapport à ce que tu peux perdre sur la récupération, sur le sommeil. Donc c'est vraiment les meilleures tranches entre 2 000 et 2 500 mètres d'altitude. Ce qui est bien, c'est que ça permet de créer un stress lié à l'altitude, pour, te préparer au quotidien et aussi ça te permet, lorsque tu vas aller en altitude, d'avoir une préacclimatation et ça, c'est hyper intéressant, quoi. OK, OK, ça marche. Ouais, tu vois, je suis surpris que ce soit toute l'année. Je pensais que ça se faisait, en fait, par période. Enfin, j'imagine que ça dépend des athlètes. Je Ouais. sais que je connais pas mal d'athlètes qui font ça par période, en fait. Mais à l'année, ouais, je savais pas que c'était j'aurais pensé, tu vois, que ça allait, plus fatiguer, l'athlète. Mais, bon, c'est une question d'habitude, j'imagine aussi, Ouais. Ouais, c'est ça, c'est plus une question d'habitude. Après, effectivement, tu peux faire par cycle. Après, moi, je le fais pas forcément par cycle, ça dépend en vrai, ça après, c'est sûr que ça sert à rien de faire une nuit, en altitude et après, 3 jours enfin, où tu la branches pas ta tente, ça sert à rien, quoi. Mmh. OK. Bah, écoute, super. Je te remercie beaucoup pour ce superbe échange concernant l'entraînement. Bah, je te propose de conclure tranquillement sur, un sujet, une petite introspection. J'aimerais que tu nous présentes un petit peu ton pire souvenir de course et ton meilleur souvenir de course et quels sont un petit peu les apprentissages que tu en as tirés? Ouais, alors, mon meilleur souvenir de course, ça reste mon premier record d'Europe du 50 kilomètres parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est en 2022, je passe, il fait extrêmement chaud, il fait 35 degrés et c'est une course professionnelle en Afrique du Sud avec, l'équipe dans laquelle je venais de signer, hem et je passe le marathon en 2h18 donc que je bats mon record de 3 minutes en temps de passage et je bats le record d'Europe de 20 secondes à l'arrivée
et jusqu'au dernier kilomètre, j'étais pas sûr de le battre. J'ai fini le dernier kilomètre en 3:05, quelque chose comme ça, donc ça s'est joué vraiment, jusqu'au bout du bout. Donc vraiment très satisfait et cette performance, ça m'a permis de m'ouvrir les portes, d'un premier contrat, chez Salomon. Donc entre guillemets, ça a un petit peu, changé ma vie, en général et surtout ma vie d'athlète. Donc ça, c'est vraiment, la course pour laquelle, je suis le plus qui me rend le plus heureux en soi. Après, il y a d'autres courses forcément où je suis aussi très, très content, comme le championnat du monde de 100 kilomètres, où je bats le record de France et même si au fond de moi, je suis déçu parce que je loupe le podium, je suis extrêmement heureux de partager, cette compétition avec, mes parents, mon frère qui était sur place, ma copine aussi qui était sur place et moi à l'arrivée, je pleure de tristesse parce que, je perds la course, mais eux, ils pleurent de joie parce que, ils étaient hyper heureux pour moi de ce que j'avais réussi à faire ce jour-là. Donc les émotions étaient mêlées, mais finalement voir, l'émotion dans le regard de mes proches, c'est aussi quelque chose qui importe énormément pour moi, le jour de la compétition. Parce qu'eux aussi, ils font des concessions au quotidien, donc c'est un peu le retour des choses et ça me fait plaisir de leur faire plaisir dans ce sens-là. Et la pire compétition, en termes de résultats, on va dire que c'est, mon échec l'année dernière au 100 kilomètres, au Japon, à Tokyo, où j'arrête au 70e kilomètre. Mais à la fois, c'est, un échec, mais en fait, c'est le plus bel échec qui m'ait fait progresser et qui m'ait fait prendre conscience de plein de choses. On est parti sur les bases du record du monde, on est passé en 2,58 aux 50 kilomètres. Le record du monde, il est à 6,05 et on était encore 3 avec le champion du monde et le vice-champion du monde de 100 kilomètres. Et moi, je fais un premier malaise au 55e, je m'en rends pas compte. Je continue. J'ai ma montre qui bip en 5 minutes et quelques. Je me dis: «Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre, habituellement, ça bip en 3:30, 3:40 et là, pourquoi ça bip en plus de 5 minutes?» Je me dis: «Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Non, tu bizarre», tu t'en vois? es même pas rendu compte, en fait. Ah Tu es tombé au sol et tu t'es relevé, c'est ça? ouais, je me suis relevé, 2 minutes après. Je m'en suis pas rendu compte. Waouh! Et ap je continue et dans ma tête, c'était, de toute façon, le record du monde, on va pas le faire parce que, là, il fait 40 degrés. Le sol, il est fumant comme sur un circuit automobile, tu vois? Où tu vois Oh! la fumée au tellement il fait chaud et ma copine était sur place et m'a accompagné au Japon l'année dernière et elle me demande ce qui se passe, tu vois, au 55-60e kilomètre et je lui dis: «Je sais pas ce qui se passe mais ils sont où les 2 premiers? Je les vois plus», tu vois? Elle me dit: «Mais ils sont passés il y a 2-3 minutes». Enfin voilà quoi, c'est un massacre la course, tu vois? Et j'avais une équipe japonaise sur place de Salomon qui me faisait l'assistance et je leur ai dit, «Je vous promets le record du monde c'est fini, mais je vous promets, je vais aller les chercher, je vais gagner la course» et j'étais hyper motivé, tu vois? Même si le record du monde, il venait de partir, je savais que j'allais battre mon record de France, au moins, tu vois? Et après au 70e kilomètre, je passe ma copine au ravitaillement et là je commence à tituber, je fais un deuxième malaise et du coup, là, c'était, beaucoup trop dangereux d'un point de vue, de ma santé. Donc, on était sur une base de ravito, il y avait un service médical et là, je me réveille de mon malaise et je vois plein de jeunes japonais, tu vois, qui avaient 15 ans autour de moi et habillés tout en violet, tu vois? Et je commence à pleurer parce que je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais là et c'est hyper, déstabilisant, tu vois? Et donc, moi, je voulais repartir, ce que je dis à ma copine, mais parce que la course, c'est un aller-retour de 50 kilomètres, en gros. Et je dis à ma copine: «Faut que j'aille par où là, Je pars à droite ou à gauche?» Tu vois? Parce que je savais vraiment plus dans où j'habitais, plus dans quel sens fallait que j'aille, tu vois? Elle m'a dit: «Non mais tu repars pas, c'est hors de question, tu repars», tu vois? Et à ce moment-là, je lui redis: «Mais ils sont où les premiers Il est où le premier Il est où le deuxième Tu vois? Il me dit: «Mais non, mais on s'en fiche du premier du deuxième là, tu dois arrêter, quoi». Et moi, je voulais repartir, tu vois? Je me suis levé de ma chaise, j'ai fait 2-3 pas, je titubais, mais je voulais repartir. Et puis, tu as le médecin qui m'a pris par l'épaule, tu vois? Il m'a arrêté et il m'a assis sur une chaise, il m'a mis de la glace, il m'a mis à l'ombre et en fait, ils m'ont contraint à l'abandon. Mais tu vois, moi, dans mon esprit, alors c'est un échec, hein, parce que j'y allais pour faire, au moins 100 kilomètres, terminer la course et en soi, c'est un abandon, ça peut être perçu comme un échec. Mais pour moi, c'était quand je l'ai débriefé le soir avec ma copine à chaud, j'avais un sourire, mais c'est comme si j'avais gagné la course, en fait. Parce que au fond de moi, j'ai dit à ma copine: «Mais, tu te rends compte aujourd'hui, c'est pas les jambes qui m'ont arrêté, c'est mon corps qui m'a arrêté, c'est pas ma tête qui m'a arrêté». Alors qu'habituellement, quand ça fait mal, c'est ma tête qui me dit, inconsciemment, hein: «Ralentis un petit peu, économise-toi, fais comme ci, fais comme ça». Et là, aujourd'hui, ce jour-là, ma tête, elle était prête à aller, n'importe où, en Aller fait. au bout, ouais. Ouais. Et c'était mes jambes qui étaient pas prêtes, mon corps était pas prêt. Enfin voilà, déshydratation, je me suis j'étais enfin, j'ai passé 2 heures en plein soleil, j'avais la peau brûlée, de partout. Mais tu vois, c'était extrême comme condition, mais au fond de moi, j'étais assez fier de ce que j'avais réalisé ce jour-là où je m'étais
donné à plus que 100 et bah, j'étais juste content de ça et après du coup, après on est rentré en voiture, du 70 à l'arrivée. Bah, on a dû s'arrêter 3 4 fois parce que j'étais pris de vomissements à répétition, et à l'arrivée, bah, j'attendais les Japonais qui devaient finir la course, tu vois? Et bah, il y en a un qui a arrêté au 92e, pareil que moi, enfin, coup de chaleur alors qu'il était sur les bases du record du monde et à l'arrivée, celui-là qui gagne, bah, il gagne dans un chrono en 6:27 donc pas incroyable, pas du tout sur ce sur quoi on était parti. En fait, il arrive et il tombe dans les pommes, il fait un coma, il est accompagné avec son père, enfin son père était là, tu vois? Son père qui a, je sais pas, il a 65 70 ans et en gros, ils partent tous les 2 à l'hôpital et il est pendant, quelques jours, quasiment en réanimation, tu vois? Ah Donc ouais. là, on s'est dit: «Bah, ouais, en fait, c'était peut-être bien d'arrêter aux 70 quand même parce que, bah, la performance, c'est cool, la course à pied, c'est cool, mais la vie, c'est mieux, quoi». Non, c'est sûr, c'est sûr. Et mais c'est vrai que je trouve ça dingue qu'ils aient organisé ça dans de telles conditions. Enfin, comment t'expliques ça? Parce que c'est pas du tout propice à la performance. Est-ce qu'ils s'y Ouais attendaient ou est-ce que c'était un coup de chaleur inattendu? Enfin, et c'était inattendu, en fait, là, pour te dire, c'était organisé au mois de mai, l'année dernière et cette année, ils ont annulé la course. Dès l'année dernière, en gros, ils ont dit: «2024, il y aura pas de course. Il faut qu'on trouve une nouvelle date parce qu'on peut plus ah bah on oui, peut». non, ouais. Donc, soit on le mettra en début d'année, soit en fin d'année et moi, j'ai été à Tokyo pendant 10 jours avec, ma copine. Sur les 10 jours, il y avait, 6 jours, où on pouvait courir très bien et il y avait, 2 jours, on pouvait, ouais, ça allait être chaud, un peu chaud, tu vois? Bon, pas optimal pour la performance et il y avait 2 jours, dont le jour de compétition, c'était impossible de sortir dehors, tu vois? C'était même pas la canicule, il faisait, 90 d'humidité, quasiment 40 degrés, on était en plein soleil. C'était juste impossible de faire du sport ce jour-là, tu vois? Et au départ, avec les Japonais, on avait des lièvres, tu vois? Et on a discuté, bah, tous les 3 et on s'est dit: «On fait quoi aujourd'hui, quoi? Est-ce qu'on court déjà? Est-ce qu'on court pas? Est-ce qu'on part sur le record du monde ou est-ce qu'on part, plutôt tranquille et on assure?» Et en Mmh. fait, on était tous les 3 d'accord pour se dire, «On s'est préparé, on est là aujourd'hui, bah, on veut faire le record du monde, bah, on y va et voilà, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, on part sur la base du record du monde et si ça le fait pas, ça le fait pas, mais ça le fera un autre jour. Mais en tout cas, bah, moi, je savais à ce moment-là qu'en gros, on partait tous les 3 à «l'abattoir» quoi, entre guillemets, quoi. Je savais que ça allait jamais le faire, mais dans ta tête, tu dois te dire: «Ça va le faire» Ouais. et heu et c'était vraiment, d'un point de vue humain, c'était magnifique, en tout cas. C'était vraiment très, très beau et on a partagé des trucs, énormes avec ces 2 gars et ça, c'était chouette. Ouais, je comprends, bah, super expérience encore une fois, je pense que c'est au travers des échecs qu'on apprend le plus. Ouais. Et justement vis-à-vis de cette chaleur extrême, est-ce que tu as du coup maintenant des pistes d'amélioration sur les choses à mettre en place pour éviter ou retarder, puisque l'inévitable je pense, mais retarder un petit peu cette sensation, de complètement titubé et d'être complètement déshydraté? Est-ce que tu as des stratégies, que tu mets au quotidien à l'entraînement en reproduisant des conditions d'humidité, de chaleur extrême? Peut-être un niveau d'hydratation supérieur à une course classique? Comment est-ce que tu gères ça? Et bah, déjà sur les ravitaux, je les dilue pas mal, j'essaie de m'hydrater énormément sur la ravito, ça c'est le plus important, pour le jour de la compétition et en amont pour me préparer, moi j'habite en Normandie donc bah, il fait pas, excessivement Bah, chaud oui, toutes oui, les. c'est pour ça, ouais. Donc j'ai un home trainer, j'ai un tapis de course, où je règle les conditions, au maximum, que je peux, en termes de température, en termes, d'humidité dans la pièce et je fais des entraînements comme ça et ça me permet de faire une adaptation à la chaleur, à l'humidité, si les courses sont dans des conditions chaudes ou humides et depuis 1 an, du coup, bah, depuis cette expérience-là, Bah, oui, oui. avec mon équipementier, on a mis mais même avant, en fait, même avant le Japon, hein, j'avais fait de la thermoroom, mais ça n'avait pas suffi, en fait et j'aurais pu en faire, toute ma vie de la thermoroom, ça aurait pas suffi. Même les Japonais qui habitent sur place, bah, voilà, ça a été catastrophique pour eux aussi. Mais avec, en tout cas, aussi d'un point de vue équipement, on a bien progressé depuis 1 an avec Salomon et il y a des nouveaux prototypes qui font que, bah, je limite clairement la «surchauffe, moteur» entre guillemets et ça, c'est, clairement un atout et là, la course aux États-Unis dans 10 jours, il risque de faire très chaud aussi. Donc je le prends aussi comme un test en soi, savoir si on a progressé de ce point de vue-là et en Inde, décembre, ça va être chaud, humide, pollution. Donc autant te dire, bah, ça va pas être une course à la performance, mais par contre, ça va être une course à l'économie et bah, voilà, faudra pas se déshydrater, faudra rester le plus
le mieux hydraté possible. Et tous ces équipements et ce développement technologique mis en place, clairement, ça va faire la différence. Ok, ok, génial. Bah écoute, je pense qu'on arrive tout doucement au terme de ce podcast. Hein. Ça fait déjà le temps passe vite, ça fait déjà plus d'1 heure et demie qu'on est ensemble. Bah déjà, je tiens à te remercier pour m'avoir accordé ton précieux temps. Et je pense que c'est une mine d'or ce podcast dans lequel vraiment tu as amené beaucoup d'informations. Bah pour finir, je vais te laisser un petit peu la parole pour si tu aurais éventuellement un conseil à donner à tous les auditeurs qui peuvent nous écouter, qu'ils soient débutants ou expérimentés, avec l'expérience et le parcours que tu as malgré ton jeune âge, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Bah, déjà, le premier conseil, c'est de se faire plaisir. La performance, c'est secondaire. On peut pas être performant s'il n'y a pas de plaisir. Et un athlète performant, c'est avant tout un, un homme ou une femme qui est épanoui au quotidien. Donc, on peut pas être performant si on a des problèmes dans son cercle familial, si on a des problèmes dans son cercle d'amis, si on a des problèmes au travail. Donc déjà, être pleinement épanoui dans sa vie, et ça fera de nous un athlète épanoui. Ensuite, je pense que le message que je transmets le plus, c'est la consistance dans l'entraînement. Si on veut être performant, c'est important. De ne pas se fixer de limites, et peu importe l'âge en fait. Et peu importe aussi le niveau qu'on est. Si on a aujourd'hui un niveau en 4h30 au marathon et que euh, notre, euh, notre Graal, ça serait de faire le marathon en moins de 4 heures, c'est légitime. Et peu importe, il n'y a pas que les coureurs qui font moins de 2,10 au marathon qui sont exceptionnels. Chacun peut être exceptionnel à son échelle. Et j'ai tendance à dire que lorsque moi je fais un marathon en 2,14, celui-là qui va faire le marathon en 4h30, il va passer 2 fois plus de temps que moi au marathon. Donc en fait, l'effort va être 2 fois plus intense, tu vois, pour lui. Donc pour moi, j'ai beaucoup de respect pour les coureurs amateurs parce que nous, enfin, entre guillemets, c'est notre métier. Donc en fait, on est habitué à ça et c'est notre quotidien. Et après, c'est plus un message pour les jeunes alors je leur conseille pas forcément de vouloir me ressembler parce que je pense que chacun est unique et chacun a sa propre histoire. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de notre sport et la beauté, la diversité et la pluralité des athlètes. Mais en tout cas, c'est de pas forcément tout le temps écouter ce qu'on nous dit, suivre son instinct, suivre ses envies, ses passions, ses rêves, ne pas se fermer de porte. Et c'est pas parce qu'on est pas le meilleur quand on est jeune qu'on le sera pas quand on sera plus âgé. Moi, j'en suis la preuve, tu vois, comme je te dis, quand j'étais 15e de mon cross de l'école, personne n'aurait cru que j'aurais eu un record d'Europe un jour. Tu vois, sauf que moi je le savais que je l'aurais un jour et j'avais confiance en moi, j'avais foi en mes capacités. Et je pense que pour les jeunes aussi, il faut pas avoir peur de monter sur les distances longues. Alors pas forcément pour faire comme quelqu'un ou pour imiter quelqu'un, mais juste parce que on y prend du plaisir, c'est notre passion. En fait, faut pas se limiter. Et moi, on m'a toujours dit, lorsque j'étais jeune, que quand je faisais un marathon à 17 ans, non, c'est trop jeune. Quand je fais un 100 km à 23 ans, non, c'est trop jeune. Mais en fait, c'est pas grave si on nous dit que c'est trop jeune, du moment que nous, ça nous fait plaisir, c'est le principal. C'est pas quand on aura 45 ans et qu'on commencera à avoir je vais dire bêtises, hein, quand on aura des enfants, quand on aura une vie de famille, qu'on se dira, ah, mince, si j'aurais su, j'aurais peut-être mis plus le paquet à un tel moment parce que C'est clair. j'ai pas atteint mon potentiel max que j'aurais pu avoir et j'ai des contraintes maintenant de vie qui font que je peux pas exprimer mon plein potentiel sur ma passion. Donc c'est un peu frustrant, je trouve. Et surtout, plutôt aux jeunes générations, c'est de voir grand, viser grand, avoir de l'ambition. Parce que je pense que plus on avance dans la vie, et plus l'ambition se réduit avec le temps. Et donc, toujours rêver grand et toujours voir l'horizon. Et même si une compétition se passe mal, toujours voir celle qui va arriver après. Et c'est pas parce qu'on a un échec que un échec n'est pas un échec. Pour moi, un échec, c'est hyper formateur. Et Ouais. toujours voir ce qui peut arriver après. Et voilà, je pense que c'est le principal. Bah écoute, un très grand merci pour ton temps et j'ai vraiment passé un super moment avec toi. Je suis sûr que ce sera le cas pour les auditeurs. Et d'ici là, bah, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur le Run Success Podcast. À bientôt! Un grand merci pour votre écoute, j'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas,
je vous invite à laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram et ma page Facebook Run Success-coaching. Pour toutes les personnes souhaitant progresser ou améliorer leur performance en course à pied, il faut savoir que je propose un appel bilan 100% gratuit dans lequel je réponds à toutes vos questions et je vous aide à planifier au mieux votre saison. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver votre appel directement via mon compte Instagram en passant par mon lien Linktree. D'ici là, je vous souhaite un bon courage et un bon run. À bientôt sur Run Success Podcast.